Salut! Euh, fait que, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Aujourd'hui, on voit des affaires que je suis pas capable de faire mes affaires. OK. Ce qu'on voit aujourd'hui, je vais vous motiver avec un exemple de Pixar cette fois-ci. Je vais vous montrer les clés du personnage. Ça va changer votre vie pour toujours. Après ça, on va faire un petit exercice qui a rapport avec ça. Et après ça, on va avoir un invité après notre pause, bien évidemment. Fait que si tu ne me connais pas, je m'appelle Carl Rochelot. Je suis un auteur. Ça fait une vingtaine d'années que je publie. Dans les dernières années, j'ai aidé une douzaine de personnes à publier leurs livres, même des auteurs populaires. Là. Puis ce que je fais, c'est que j'aide tout le monde à écrire leur premier livre ou leur livre de façon générale. Fait que je fais aussi du coaching en privé. On a un groupe privé où j'aide les gens. Puis aujourd'hui, je vais te montrer, on va craquer ensemble comment faire un personnage. Après ça, tu vas pouvoir faire tous les personnages que tu veux. Ça va être merveilleux. Commençons donc avec. Par là-bas. Donc là, je me suis dit, si à chaque semaine je vous crains avec de la motivation, vous allez être comme tout le temps c'est nerfs, là, comme fuck oui, je vais écrire tout le temps. Vous allez croire en vos rêves, vous allez comme, c'est ça, vouloir changer le monde avec votre écriture. C'est ça qu'il faut. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Euh, Pixar, on est au début des années 90. C'est mon premier point? Ouais, c'est ça. Début des années 90. Euh, Pixar, pour l'instant, fait juste des petits courts-métrages, puis ils gagnent tout le temps des prix comme pour meilleur court-métrage, puis tout ça. Puis là, ils sont comme. Il faudrait vraiment comme qu'on se démarque en faisant un film ou quelque chose. Puis là, ils travaillent ensemble, puis ils arrivent avec comme un projet d'une demi-heure à peu près. Mais financièrement, ils peuvent pas. Ça va fermer. C'est comme une plaie ouverte pour Steve Jobs, qui possède Pixar à cette époque-là. Puis, je veux dire, il perd des millions à chaque année. Il peut plus, ça tiendra plus la route. Fait qu'ils font, bon, on va marcher sur notre orgueil, on va aller voir Disney, puis on va leur proposer de coproduire slash produire notre affaire. T'sais. Je suis en train d'apprendre, c'est bon. Je suis pas sûr. Je sais, je suis bon. Fait que, ouais. Fait que Disney, ils font comme, ben là, tant que ça, on va vous subventionner, on va vous donner de l'argent pour faire un film au complet, pas juste une demi-heure. Là. Fait que retournez travailler, faites-nous un film au complet. Euh, fait que Pixar va faire ça. Ils travaillent fort, ils font un film au complet. Toujours guidé, tu sais, Disney est tout le temps comme en train de leur respirer dans le cou, à faire comme changez ça, mettez ça de même, puis ça. Fait que ça devient comme lourd un peu, mais au moins ils réussissent à garder la barque à flot. Le résultat final est juste correct. Puis Disney sont comme c'est correct, on voulait pas le meilleur film du monde, on voulait juste un film correct. Là, tant que ça rentre à la date qui est supposé sortir, parce qu'ils ont déjà sorti, la date est déjà fixée. C'est comme, tu t'arranges. Moi, c'est ce jour-là qu'on le sort. Fait que, euh, fait que malgré tout, c'est à l'époque. J'ai le goût de dire John Lasseter. Je pense que c'est John Lasseter à l'époque qui s'occupe de ça. Puis là, lui, il est pas à l'aise du tout. Il veut pas comme que le premier film d'animation de l'histoire, ce soit un film juste correct. Fait que il en parle avec toute son équipe, puis ils font une pseudo-mutinerie. Puis ils vont tous se réunir dans la salle de storyboard pour faire comme, OK, qu'est-ce qu'on aime vraiment? Quelle scène qu'on trouverait drôle que les personnages soient dans cette scène-là? Puis comment cette affaire-là pourrait être plus drôle, moins triste ou moins négative ou comme. Parce qu'au début, Woody, le cowboy, c'était un trou de cul, genre il était comme passif-agressif tout le temps avec Buzz Lightyear. C'était vraiment weird comme vibe. Euh, Fait qu'ils ont refait le film au complet dans les temps. Il restait 9 mois avant la sortie, puis ils ont quand même réussi à tout refaire pour pouvoir sortir le film à temps. Puis que ça soit. Puis c'est Toy Story, bien évidemment, le film. Je sais pas si ça avait déjà comme sous-entendu, mais fait que le premier film complet qu'ils ont fait, c'est Toy Story. T'sais. Puis ils ont tellement compris que ce qu'il faut que tu fasses, c'est écrire slash créer ce que t'aimes toi, ce que toi t'as envie de te faire raconter comme histoire. Euh, mais aussi, ils ont compris cette recette-là de si je m'écoute, puis si je fais ce que moi j'aime, les gens qui vont venir vers moi, c'est les gens qui aiment ce que moi je fais. Bien évidemment, ils ont aussi travaillé extrêmement fort. Oui, ils ont écrit ce qu'ils aimaient, mais ils ont travaillé super fort. Mais ce que ça a donné, c'est que la méthode qu'ils ont appliquée là, pour comme créer ce succès-là, mais en même temps quelque chose de très humain, très personnel, et tout ça, ils l'ont appliqué à tous les autres films qui sont sortis après. Puis pour le fun, j'ai comme checké j'ai sur Wikipédia, j'ai fait la liste. Fait qu'on parle de Bugs Life, une vie de bestiole ici au Québec, Histoire de jouer 2, Monster Inc., Finding Nemo, The Incredibles, Cars, Ratatouille, Wall-E, Up, Story. Histoire de jouer 3, ça a plus de fin. Ils ont comme clenché ça un après l'autre, juste des succès. T'sais.
Puis des gros succès. Les 6 premiers, je pense, c'est rendu aux Incroyables qui ont littéralement gagné un Oscar ou un affaire de même. Comme, tu comprends? Vraiment, là, on leur faire. Tout ça parce qu'ils ont fait, on va faire ce qu'on aime, fait que le monde qui vont venir vers nous, puis le monde qui vont être interpellés par notre message, c'est du monde qui veulent ce que nous on fait. Puis c'est ce que j'applique maintenant, tout de suite, là, avec vous aussi. Je me dis, je vais faire exactement ce que j'aime faire, puis je vais appeler à moi tous ceux qui trouvent que c'est une bonne idée ce que je fais. C'est ça. Je me cache derrière les mots pour boire une gorgée. Oh, là, je vais vous gâter, vous allez voir. Ok. Fait que, euh, c'est pour ça qu'on a taponné un peu là, tantôt. Là. C'est parce que c'est en m'en revenant en char tantôt que j'ai fait c'est de même qu'il faut que je leur apprenne le personnage. T'sais. Ça faisait depuis quelques jours que j'essayais de trouver le bon angle. Puis là, j'avais toute ma théorie que je donnais dans les cours de création. Puis tout ça. Puis là, j'ai compris que le problème, c'est que en tant qu'enseignant, vrai enseignant, qui est allé à l'université, fait que j'ai appris à enseigner en étudiant. T'sais. Puis là, je suis arrivé à l'école, puis j'ai enseigné, puis tout ça, puis j'ai trouvé des méthodes pour enseigner, puis pour que ça fonctionne bien. Mais c'était de l'enseignement qui comprend le fait de prendre des notes, étudier l'affaire, réviser la chose pour la recracher sur un papier pour prouver que tu as écouté ce que j'ai dit, tu sais. Mais là, j'ai pas besoin de faire ça avec vous. Je peux juste vous donner les réponses de l'examen, tu comprends? Tu sais, j'ai pas à évaluer, es-tu capable de le faire? Fait que je vais tout de suite te donner tout, puis toi, tu verras si t'es capable de le faire. C'est comme, en tout cas, fait que j'ai flashé là-dessus. Fait que je te présente ça. C'est ce que j'ai fait. Je suis parti du concept que il y a un personnage a comme deux côtés, si on peut dire ça. C'est-à-dire qu'il y a les aspects intérieurs du personnage, puis il y a les aspects extérieurs du personnage. Et étonnamment, ce qui lie ces deux affaires-là, dans le fond, c'est que tout ce que tu vois à l'extérieur du personnage est affecté par ce qui se passe à l'intérieur du personnage. Quand ça concerne le personnage, bien évidemment, ce qui se passe dans son pays n'est pas dû à ce qui se passe dans son cœur. Mais, tu vas comprendre. Fait que, première notion, la motivation. Fait que, qu'est-ce qui, à l'intérieur, fait que ton personnage veut faire ce qu'il veut faire? T'sais? Des fois, dans d'autres manières de présenter les personnages, de la création de personnages, on va parler de but, d'objectif, de quête. Mais dans les faits, c'est comme qu'est-ce qui motive ton personnage à se lever tous les matins? T'sais? Pourquoi ton personnage s'est pas déjà suicidé? T'sais? Pourquoi il n'a pas déjà abandonné tout? En fait, techniquement, tu pourrais faire un personnage qui a tout abandonné. Je veux dire, Limitless avec. Bon, tant pis. Mais Limitless, le film, exemple, qui doit être sans limite en français. Désolé, les amis. Ça fait que ça, c'est un exemple de. Tu sais, on a un personnage qui, au début du film, est une loque humaine, puis qui est pas capable de rien faire, qui est pas fonctionnel. J'ai. J'essaie de comme arranger mon micro en même temps que je vous parle, ça devrait dessus. Ok. Fait qu'est-ce qui motive ton personnage? Puis c'est une motivation qui peut venir de partout, dans le sens que cette motivation-là peut venir de ce qu'il a vécu dans son passé peut le motiver à vouloir faire l'affaire qu'il est en train de faire. C'est un événement qu'il a vécu peut le motiver. Il y a quelqu'un qui l'appuie puis qui comme t'es capable, let's go, ça peut le motiver aussi. Mais si tu le vois de l'autre sens à la place, puis que tu penses à où il veut être dans la vie. Fait que comme vous-même, quand je vous ai dit de placer votre intention au début des cours, ben c'est ça. Fait que votre intention de ce cours-là, c'est d'aller retirer telle affaire. Bon, ben, ton personnage, là, que ce soit un personnage principal ou secondaire, ce qu'on fait là, ça marche pour les personnages principaux et les personnages secondaires, sans distinction. Fait que qu'est-ce qui fait que ton personnage, euh, en fait, qu'est-ce qui fait que ton personnage va agir, c'est les motivations qui le poussent à agir. Fait que si dans la vie, il rêve d'être avec telle personne, ben ses gestes, puis ses actions, puis bref, ça va avoir des répercussions sur d'autres choses. Mais je veux pas trop m'éloigner, je pense. Je veux qu'on le découvre à mesure, ça va être le fun. Éducation. C'est quoi l'éducation de ton personnage? Puis là, si vous avez suivi le dernier cours, ou que vous l'avez écouté au complet, parce que c'est pas le cas de Guillaume,
Mais non, ça, il l'a vu quand même. Au dernier cours, j'ai parlé des valeurs, mettons, j'ai dit, comme qu'on parlait de la subjectivité, puis de se mettre dans la peau du personnage, puis de se dire, c'est quoi l'éducation qu'il a reçue, ce personnage-là, puis ça. Fait que j'étais déjà en train de mûrir cette affaire-là, ça veut dire. Donc, l'éducation de ton personnage, comment il a été éduqué. Il y a la nuance comme entre être éduqué puis élevé, là, mais comme, prends ça dans l'ensemble, au pire, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on y a appris dans la vie, à ton personnage qui y a appris ça, puis qu'est-ce qu'on y a appris dans la vie. T'sais. Fait que c'est quelque chose à. Puis là, je te le montre comme ça. C'est pas une liste. D'écrire les 8 affaires que je vais te dire, puis à côté d'écrire. Ah, moi, mon personnage, il est comme ça, comme ça. Parce que c'est ça que je vous disais la semaine passée, je pense. C'est que je n'ai fait plein des listes de comme avec 138 questions de comme comment définir ton personnage puis tout ça. Puis c'est pas forcément comme ça que j'ai appris. C'est pas ça qui m'a vraiment fait avancer dans la construction de mes personnages. Parce que c'était justement le truc que tout ce que tu trouvais sur internet, c'était comme ben voici 30 questions pour créer ton personnage. Ces affaires-là, c'est pas ça que tu veux. T'as déjà, quand tu écris ton histoire, t'as déjà probablement l'intention de ton personnage ou t'as déjà comme l'histoire où va se passer. Tu as déjà l'histoire de ton personnage, puis tu vas aller mettre là-dedans les événements qui vont l'affecter, puis bref. Fait que t'as tout le temps un peu ton personnage, puis tu vas le développer en même temps, des fois que tu vas créer ton plan ou en même temps que tu vas écrire ton histoire. Mais si tu réussis à trouver la cohérence dans ces affaires-là, là, tu vas vraiment pogner de quoi. T'sais. Fait que l'éducation. Donc, d'où vient mon personnage, qu'il a grandi de quelle façon, puis tout ça. Les valeurs. C'est quoi les valeurs de mon personnage? En quoi ce gars-là, ou cette fille-là, ou ce personnage-là non genré, en quoi ce personnage-là croit profondément? J'avais donné il y a deux. On avait fait l'exercice avec l'opinion politique, mettons. Fait que c'est quoi l'opinion politique de ton personnage? Fait que le but c'était bien évidemment de montrer comment chaque personnage se positionne par rapport à toutes les choses qui existent dans la vie. Ben, c'est la même chose qu'il faut faire là. Euh, Mon micro me trouble tellement. T'es capable, vas-y. J'ai comme l'impression qu'il monte plus assez fort. Je vais mettre ma face d'un rond. Ok, on essaye ça. On essaye ça. On essaye ça au maximum. Au maximum. Ok, là je l'ai fait piquer. Bon, ok. On va l'avoir comme ça. Non, pas le droit. Hey. C'est tellement limité la vie. Ok. Ok. Je pense que ça marche. C'est beau comme ça. Puis vous dites, Carl, t'abuses vraiment. Je sais, mais maintenant que Magali est là pour faire mon montage, je n'ai plus peur de taponner ce moment. Ok. Toi. Je reviens. Fait que les valeurs de ton personnage. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est proche à son cœur? Moi, je voulais bien, moi, je vous l'ai dit au début de la session. Je vous ai dit, moi, c'est la famille, c'est le respect, puis c'est la transparence, slash l'authenticité. Bref, je suis en train de me décider sur ça. J'aime ça une règle de 3. J'essaie de garder ça à 3. Mais bref, c'est comme ça que je guide mes décisions, ce qui fait que je regrette pratiquement jamais mes décisions. Parce que je les ai basées sur quelque chose qui est super profond en moi, tu sais. Puis si tu connais ça de ton personnage, ben les réponses des fois puis les blocages que tu pourrais avoir vont être évités parce que quand ton personnage va être face à quelque chose, que ce soit pendant que tu prépares ton plan puis tu te dis ah là il va se retrouver dans une situation comme ça mon personnage qu'est-ce qu'il va ben t'auras pas besoin de te poser de questions parce que tu vas faire ben ses valeurs font qu'il va prendre cette décision là. Fait que, il y avait l'idée quand on a parlé avec Patrick de les personnages décident des choses, tu sais. Mais je pense que ça peut être la sensation que tu as quand tu connais tellement ton personnage que dans toutes les situations où tu le mets, tu réussis à faire ben c'est ça qui fait. Il a décidé que c'est ça qu'il faisait. Pas tant qu'il a décidé que le système de valeurs, son éducation, ses motivations, tout ce que toi t'as décidé pour ce personnage-là, va rendre toutes tes décisions super faciles. Les croyances. Fait qu'en quoi croit ton personnage? Là, peut-être que vite de même, tu pourrais confondre valeur et croyance. C'est genre, ah, une de mes valeurs, c'est le respect, je crois au respect. Oui, d'accord. Mais quand je parle de croyance, c'est à la limite, peut-être, si.
Je refuse d'utiliser un anglicisme aujourd'hui. Ou en tout cas, pas en parler maintenant. Fait que croyance dans le sens de c'est quoi les croyances que tu as par rapport à toi, puis à ce que tu es capable de faire dans la vie, à ce qui est possible et impossible. Tu comprends ces croyances-là, dans le sens, le, ben justement, si tu es élevé dans un dans un état d'esprit où, ben, dans la vie, il faut que tu travailles, puis que tu fasses des efforts, puis c'est souffrant à travailler, puis c'est ça comme ça, puis tu vas faire ça jusqu'à ce que tu meurs, puis puis ben, tu vas passer ta vie à te dire que c'est la seule façon de gagner ta vie, de travailler super fort, puis d'être fâché après ton boss à toutes les semaines, puis de tout ça, tu vois. T'as cette croyance-là que c'est ça la vie, t'as cette croyance-là que c'est ça que toi tu vaux. T'sais. Fait que, puis là, c'est tu, je suis en train de virer en croissance personnelle, mon affaire. Fait que ton personnage a des croyances. Ton personnage va croire qu'il est juste assez bon pour avoir telle affaire, tu sais. Que ton personnage va croire profondément que la magie n'existe pas. T'sais, tu comprends? Tu peux y aller dans toutes les directions, rendu là. Fait que cette idée-là que, c'est ça, qu'est-ce que ton personnage croit foncièrement vrai? Fait que c'est quoi les vérités selon lui? Fait que selon lui, la seule manière de devenir riche, c'est-tu juste de gagner via de de gagner à la loterie? Ou lui, il sait que pour devenir riche, ben, tu peux ramasser de l'argent puis investir, ou ramasser de l'argent puis te cotiser avec quelqu'un d'autre pour acheter un bloc, puis devenir un, tu sais, comme vendre des cochonneries au porte-à-porte. Tu peux tout faire. Fait que ton personnage, c'est quoi qu'il croit, lui? Puis là, n'ayez pas peur, là, vous dites, mais Carl, comment intégrer tout cela? C'est tellement de notions. Fais-toi-en pas, j'ai préparé quelque chose juste pour toi. Mais avant, on continue. Fait que là, c'était la partie extérieure. Ça, c'est la partie extérieure, OK? La partie extérieure. La partie intérieure. On a fait la partie intérieure. On a fait l'intérieur. Tout ce qui fait que notre personnage est notre personnage. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que si tu prends les 138 000 questions dont je te parlais tantôt, comme toutes les questions qui pourraient faire de ton personnage, ben la moitié de ces questions-là couvrent ces 4 bulles-là. Fait que je t'ai synthétisé ça, mon ami. Donc, qu'est-ce qui motive ton personnage? Fait que c'est quoi l'objectif au-delà de la motivation? C'est quoi l'objectif? Où ce personnage-là? Où s'en va-t-il, ce personnage? Ouais. Fait que c'est quoi son objectif final? Quand il ferme les yeux puis il s'imagine dans le futur, dans l'endroit où il veut vraiment être, avec la situation idéale pour lui, il s'imagine où? T'sais? Parce que c'est ça la nuance. Puis c'est ça que je vous explique pour vous aussi quand vous écrivez. Il y a une différence entre être motivé à se lever le matin, puis savoir que si tu te lèves un matin, ton roman est plus proche de toi de le nombre de mots que tu vas écrire aujourd'hui. Ça, c'est une motivation, dans le sens réel de la chose. Fait que si tu trouves ça pour ton personnage, principal et secondaire, tout ça, tu vas réussir à l'aider à choisir ses affaires plus vite. Puis tu vas aussi avoir plus de facilité avec la partie extérieure dont on va parler bientôt. Fait que là, j'ai l'exemple de la motivation, mais c'est la même chose pour l'éducation. Fait que selon l'éducation que ton personnage a eue, c'est ça qui va te révéler ben, qu'est-ce qu'il va être capable de faire, puis qu'est-ce qu'il va accepter puis refuser de faire, puis qu'est-ce qu'il va. Puis là, on va dans les valeurs, qu'est-ce qu'il va accepter et refuser de faire aussi, puis dans les croyances, qu'est-ce qui va être surpris d'apprendre, puis qu'est-ce qui sera pas surpris d'apprendre, puis quelle croyance profonde il y a qui va le démolir quand il va apprendre X, Y, Z. On est encore dans le. Pas encore dans le concret, mais check bien. Ok. L'apparence de ton personnage. Guillaume quitte la salle. Il est parti écrire. Trop motivé. Ok. Fait que l'apparence de ton personnage. Donc, de quoi physiquement il a l'air. Puis malheureusement, je m'allais le pointer avec mon pointeur laser, mais tu verrais pas que je le pointe. Je m'allais faire. Fait que, malheureusement, c'est souvent l'aspect. Mais c'est le premier aspect que les gens remarquent quand ils lisent, probablement aussi. En fait, c'est souvent, je trouve, l'aspect dont on abuse, tant qu'à moi, l'apparence, d'écrire physiquement le personnage. Toutes les fois qu'il y a un nouveau personnage, puis qu'on sait qu'il est un peu important, puis on se met à décrire. C'est déjà, décrire les cheveux, les yeux, les pommettes, c'est déjà comme cliché, là, tu sais, mais moi, j'ai un roman populaire dans lequel j'avais pas mis la description du personnage.
volontairement, parce que je voulais vraiment que les gens puissent l'imaginer comme ils voulaient, tu sais. Puis l'éditrice a fait, ce serait bien une petite description, là, pour, euh, pour aider les gens qui lisent le livre. Je suis comme, ah, d'accord, mais j'ai pas tant l'impression que ça va être utile. Mais bref, dans les prochaines semaines, je vais vous donner des trucs pour faire ça. Décrire l'apparence d'un personnage d'une manière comme pas lourde et désagréable. Puis là, ce qui est le fun, c'est que, checkez bien ça, vous pouvez prendre la motivation, puis expliquer une partie de son apparence par sa motivation. Fait que si je dis, ce gars-là, il veut devenir multimilliardaire, ben, peut-être que dans son apparence, il va déjà essayer d'être très soigné, puis de porter des vêtements de qualité, puis une montre, peut-être un knock-off, peut-être pas une vraie, mais une montre, une belle gueule, puis parce qu'il se dit, je vais attirer à moi la richesse en ayant l'air de déjà quelqu'un que ça va bien. Fait que peut-être que chez eux le soir, il y a juste une chemise puis il repasse, puis comme il la nettoie chaque jour, puis mais il veut être, il veut avoir cette apparence-là parce que pour lui c'est important. Puis ça peut être complètement l'inverse aussi. Il pourrait avoir l'air d'un sans-abri, le gars, avec l'intention de devenir multimilliardaire, parce qu'il a déjà 50, 60, 100 000 pièces dans son compte. C'est juste qu'il dépense rien du tout, du tout, du tout. T'sais. Ça peut être ça aussi. Ton personnage peut être hyper gratteux, avaricieux, mettons, genre, ou juste hyper économe, une espèce de sens hyper strict de qu'est-ce qu'une dépense vaut la peine ou pas, puis etc. Puis ça fait qu'il va s'habiller tout croche, ou en tout cas tout croche du point de vue de X personnage. T'sais. Fait que l'éducation, faut aussi influencer ça. Ce qu'on t'a appris quand t'étais enfant sur la bonne façon de s'habiller et la mauvaise façon de s'habiller, ça te colle à la peau toute ta vie. T'sais. Puis si on t'a appris justement à avoir l'air propre quand t'as un rendez-vous, ben le personnage va être propre quand il va à un rendez-vous. T'sais. Puis si on lui a jamais appris à se brosser les dents, ben le personnage se brosse pas les dents. Et c'est pas le fun. Brossez-vous les dents, s'il vous plaît, tout le monde. Ok. Surtout, puis là, je pense c'est ça, je pense à Marianne qui doit tellement beaucoup voir de monde qui font pas attention à leur hygiène. Fait que, c'est ça. Mais, les sympathies. Donc, les valeurs. Fait que les valeurs de ton personnage vont influencer son apparence aussi. Tu sais, moi, je vous l'ai dit, mettons, là, je prends un personnage. Fait que là, le personnage, une de ses valeurs les plus fortes, c'est la famille, mettons. Bon, ben, fait que ça veut dire qu'il va prioriser le bien-être de sa famille, mettons, avant sa propre apparence. Ah oui, fait que c'est sûr que si, si j'ai si j'ai pas ce qu'il faut pour si j'ai pas assez d'argent pour aller me faire couper les cheveux chez le barbier, ben c'est sûr que le peu d'argent que je vais avoir, je vais l'utiliser pour que mes enfants puissent comme avoir ce qu'ils ont besoin nécessairement, puis fuck ma coupe de cheveux. Je veux dire, comme, visiblement, j'ai pas beaucoup de temps pour aller me faire couper les cheveux ces temps-ci. J'ai comme abandonné tout ça, on dirait. Fait que, tu sais, les valeurs. Puis les croyances. Fait que si tu crois que avoir l'air de quelque chose te donne ce poids-là, si tu crois que si ton linge est pas propre, t'es forcément quelqu'un qui mérite pas d'être admis dans certains endroits ou je sais pas quoi, ben si tu crois qu'il y a juste les personnes bien habillées qui ont de l'argent, ben tu vas. Fait que tout ton système de croyances va aussi influencer ton apparence. L'apparence de ton personnage, dans ce cas-ci. Là, j'ai décidé d'utiliser le terme paralangage. Techniquement, je parle du langage non-verbal, je parle du non-verbal, ou à la limite de la synergologie slash le PNL. Mais je veux pas embarquer trop loin là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que, bref, ce que visuellement ton corps dégage comme émotion, comme expression, est dû à tout ce qui vient. T'sais. Fait que le personnage qui a toujours les épaules voûtées, ou au contraire qui a toujours les épaules bien droites, le personnage qui fuit tout le temps du regard, ou qui est tout le temps à l'aise à regarder les gens dans les yeux et à leur parler, le personnage qui a toujours les bras croisés quand quelqu'un parle, ou qui a toujours un personnage avec les mains dans le dos, style nazi, je sais pas, je sais. Ça ou prof d'édu, prof d'édu qui se marche, qui se promène les bras dans le dos sur le bord du terrain de soccer, quelque chose comme observe. Bref, fait que ton langage non verbal va dire des choses aussi. T'sais.
Fait que dans ce cas-ci, ben c'est ça. Quelqu'un qui est motivé, qui a un objectif, qui sait où il s'en va, ben, probablement avoir une attitude beaucoup plus comme yes man, tu sais. Quelqu'un qui a une éducation, que si son éducation, ça a été toute sa vie, genre, quand quelqu'un qui a une autorité sur toi te dit quelque chose, tu regardes à terre puis t'obéis, ben, il va agir comme ça aussi quand il va être adulte, tu sais. Les valeurs, si ça, c'est ça qui est le fun. Plus le personnage est proche de ses valeurs, plus son langage non verbal va être cohérent avec ce qu'il vit. C'est pour ça, parce que chaque fois que tu vas à l'encontre de tes valeurs, tu vas comme froncer des sourcils ou tu vas vivre un stress ou tu vas avoir mal à la tête. Toutes les fois que tu vas à l'encontre de ce en quoi tu crois aussi, ça va créer cet effet-là. Fait que plus tu suis tes valeurs, ton code de valeurs à toi, plus, plus t'es moi, je pense que, moi, je pense que plus tu es souple dans tes croyances, plus ton paralangage va montrer que tu es détendu. Puis que, tu comprends? Fait que tout ça joue ensemble. T'sais. Puis quelqu'un qui est justement super stressé ou que ben, son langage non verbal va paraître. Puis là, quand je dis langage non verbal, je sais que j'ai dit que je ne le dirais pas trop, mais quand même, oui, il y a le corps, le physique, fait que les épaules, le tenant, tout ça, mais il y a aussi dans la voix trois notions qui sont le ton, le volume et le débit. Le personnage a un ton. Ça fait que quand tu parles, tu peux avoir l'air super dynamique. Tu peux avoir un ton super dynamique, faire comme ça va, oui, de même. Mais tu peux avoir un super triste, puis dire ça va, tu vas comme ça va. Puis t'es comme ah, ok, d'accord. Puis là, tu peux être fâché, faire ça va, tu sais, puis tu peux aller dans toutes les directions. Fait que le ton change quelque chose. Puis le volume, bien évidemment, avec un personnage peut crier de joie comme il peut crier de colère. Puis un personnage peut murmurer de joie, de colère, de tristesse. Tu peux faire comme ah non, j'ai encore raté, tu sais, puis tu peux faire comme ah yes, j'ai encore réussi. Tu peux le faire les deux, ça marche. Fait que fait que le volume peut s'adapter aux deux aussi. Mais c'est intéressant de savoir que le ton, le volume et le débit ont un effet sur, ben, en fait, sont, sont les effets, les conséquences, l'expression extérieure de tout ce qui se passe à l'intérieur du personnage. T'sais. Ah oui, le débit, j'ai oublié de dire le débit. Le débit, c'est le rythme, la vitesse à laquelle le personnage va débiter ce qu'il a à dire, dans le fond. Puis ça peut être représenté à l'écrit si tu veux pas tout le temps dire comme il parle super vite ou je sais pas quoi. Il y a moyen, quand tu es en discours interne ou quelque chose comme ça, de, de faire juste faire des phrases plus courtes tout simplement. Fait que si tu raccourcis tes phrases, si tu mets moins de construction avec des compléments de phrases, puis des subordonnés, puis etc., puis tu te ramènes plus à sujet, verbe, complément, peut-être adjectif, si ça vaut vraiment la peine. Puis peut-être un adverbe s'il vaut vraiment la peine. Mais tu sais, on parlera de ça plus tard, le style. Fait que, ouais, donc, d'intégrer ça, ça peut montrer ce qui vient en arrière avec le personnage. Parce qu'encore là, comme tu peux voir, non, j'arrête, je vais dire ça tantôt. Les actions. Ton personnage va poser des gestes dans ton livre. C'est souvent ça qui arrive. Parce que c'est quand il s'active qu'il se passe des choses. Fait que ce qu'on veut, c'est qu'il se passe plein de choses. Fait que forcément, ton personnage va avoir à poser plein d'actions. Puis ces actions-là, ben, sont toutes influencées, encore une fois, par tout ce qu'il y a derrière. C'est quoi sa motivation? Si sa motivation, c'est d'atteindre l'objectif X, ben, il sait qu'il faut qu'il pose le geste Y maintenant pour pouvoir s'en aller à la prochaine étape, puis à la prochaine étape, puis à la prochaine étape. Si son éducation, il a dit que dans la vie, ça marche de même, puis toi, tout le monde va à l'université, c'est comme ça la vie. Ben, le personnage, ses actions, ses choix vont être balancés par ça. Puis quand il va finir son secondaire, il va aller au cégep. Puis quand il va finir son cégep, il va aller à l'université. Parce que c'est ça que son éducation lui a apporté. T'sais. Fait que les valeurs, encore une fois, les valeurs familiales, mettons, ben, le personnage, sa famille, c'est sa valeur principale, ben, les actions qu'il va faire vont être teintées par ça. Fait que parce que les actions, qui dit action dit choix aussi, hein? Juste par précision. J'ai écrit action, mais choix, j'aurais pu écrire choix. T'sais. Parce que même de ne pas se mettre en action, tu sais, t'hésites, là, tu te choques, t'as comme deux possibilités, puis tu fais comme,
Les deux, j'ai peur. J'ai peur de perdre quelque chose, puis j'ai peur que l'autre chose soit pas exactement ce que je pensais que c'était, puis fait que tu fais rien, ben, t'as fait un choix. Puis la répercussion de ce choix-là, tu dois l'assumer. À partir de là, ce qui est intéressant dans un livre, bien évidemment, c'est de voir est-ce que le personnage l'assume ou pas, puis comment il l'assume ou pas, puis etc. Bon. Mais encore une fois, tes actions, tes choix sont basés sur tout. T'sais. Le choix de faire ce cours-là avec vous, ça a été, il a fallu que je déconstruise une partie de mon éducation puis de mes croyances pour faire comme, c'est quelque chose qui se fait, c'est comme faire un cours de même puis dire aux gens, payez-moi, je vous jure, je vais vous apprendre la vraie patente. Faites-moi confiance. C'est tout. La seule affaire que je peux dire. Puis, ah oui, je vais tout mettre gratuit sur YouTube. Mais je pense que vous êtes là puis vous comprenez que ça vaut vraiment la peine d'être en live là, avec moi. Euh, puis pour vrai, le groupe, là, j'ai vraiment pensé à quelque chose. Notre groupe privé, ça va être vraiment malade. Je vais comme augmenter là. Bref, je vais pas le temps de parler de ça. Carl, sois sérieux. Les affaires qui se passent. Les actions. Fait que mes actions, donc, ont été menées à travers tout ce set-là de motivation, éducation, valeurs, croyances. Dans le sens où je ne croyais pas que ça pouvait même être envisageable d'essayer de vivre en faisant des ateliers d'écriture puis d'écrire des livres. T'sais. Mais j'ai réussi à débloquer cette croyance-là. J'ai réussi à me dire à moi-même, j'y crois, je suis sûr que ça se peut. Puis maintenant, toutes les fois que j'en parle à n'importe qui, ils font tout. Ouais, man, go. Puis il n'y a personne qui remet en question. J'avais même peur de parler de ça. J'avais peur d'être remis en question sur cette idée-là. Parce que mes croyances puis mon éducation me disaient non, man, travaille, fais juste comme tout le monde, fais juste travailler, va faire ton professeur puis prends ta retraite. Quand tu prendras ta retraite, tu voyageras comme tous les profs retraités, là, puis c'est la vie. Non, c'est ça que je veux faire, c'est ce qu'on fait là, je voulais faire. T'sais. Je me suis, c'était semi un éloignement. Ça explique quand même comment fonctionne un personnage. C'est juste que là, vous avez un vrai personnage devant vous. Ok, l'environnement, finalement. Golden. L'environnement. Tout ce que le personnage vit, puis c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, même parce que je l'ai déjà expliqué dans un autre cours où j'ai expliqué le personnage, mais tout ce qu'on vient de dire là est visible à travers l'environnement aussi. L'environnement de quelqu'un. L'environnement de quelqu'un, on parle, on parle, outre, mettons quand je parlais de l'apparence, c'est vraiment ce qui est sur lui, puis son linge, puis tout ça, mais l'environnement, c'est euh, son appart, son char, son bicycle, son quartier, sa ville, son pays, je veux dire, sa région, bref, tout ce qui entoure ton personnage est représentatif de ton personnage. Puis c'est ça qu'on trouve le fun dans les films. Je veux dire, je parlais la semaine passée, je sais plus quand, en tout cas, mettons, je parlais de Shrek, ben, tu sais, Shrek, c'est drôle parce que il y a comme une vieille bécosse dégueulasse qui fait, ben, c'est sûr, c'est un ogre. C'est sûr qu'un ogre aurait une bécosse de même. Puis il se prend son martini, puis il a un œil dedans au lieu d'une olive. C'est sûr, c'est un ogre. C'est clair qu'il se mettrait un œil dans son martini. Puis comme, tu comprends? Fait qu'on adapte tous les éléments à c'est qui notre personnage. T'sais. Puis là c'est sûr que là, c'est c'est du merveilleux, là, fait que c'est de la fantasy. C'est de la fantasy. Fait que là, on peut se permettre des trucs comme ça. Mais dans le quotidien, ben, je veux dire, le fait que je porte des chandails de geek, ça fait partie de comme un environnement. Bon, ok, le chandail fait partie de l'apparence, mettons, mais si je tournais la caméra, puis tantôt quand j'ai levé la toile, ça paraissait peut-être pas, mais c'était des boîtes scellées de booster box de Pokémon. Fait que pas des booster box, c'était des ETB, pour ceux qui connaissent ça. Des Elite Trainer Box. Fait que, tu sais, fait que mon environnement, j'ai comme 70 figurines que j'ai peintes moi-même pour Donjon Dragon ici. Fait que c'est sûr que mon environnement représente une partie de qui je suis. T'sais. Puis j'ai une pile de livres là, puis j'ai plein de jeux de société là. Fait que ça représente qui je suis. Parce qu'au fil du temps, ben, j'ai construit mon identité en me procurant des choses qui répondaient à comment moi je m'identifiais. Fait que tous les choix que t'ont fait ton personnage sont menés de près ou de loin par qu'est-ce qui le motive dans la vie. C'est quoi son objectif? Parce que
visiblement, en peignant toutes ces figurines-là, mon objectif, c'était pas comme euh, de rencontrer la fille de mes rêves dans le sud. Tu comprends? Mais ça a marché. J'ai rencontré une super fille pendant des années, grâce aux jeux de société. Tu sais. Fait que l'environnement représente ton personnage. Les choix, parce que, bon, motivation, ok, ouais, je parlais de motivation. Donc, fait que la motivation, si ta motivation, c'est devenir multimillionnaire, ben, comme j'ai dit, ton apparence peut refléter ça d'une façon ou d'une autre, ben, ton environnement peut refléter ça aussi, parce que tu peux être dans un endroit, tu peux vivre dans un super bel immeuble à condo, comme on n'ose même pas s'imaginer combien ça coûte vivre là, parce que ben toi, tu associes ça à la richesse ou tu associes ça au pouvoir, etc. Euh, Comme tu peux vivre dans un taudis parce que tu gardes tout ton argent. Tu peux aller chercher les deux. Puis l'éducation, même chose. La manière dont tu as été éduqué peut aussi correspondre un peu à ton environnement. Fait que, il y a des quartiers dans ma ville où il y a des enfants qui jouent encore dehors quand il fait très très noir. Puis il y a des quartiers où les enfants sont très jeunes pour jouer dehors à cette heure-là. Mais il y a d'autres quartiers où à 8 heures, toutes les lumières de toutes les maisons sont éteintes, là, je veux dire. Parce que les gens ont des habitudes différentes, puis tout ça. Fait que ton éducation influence aussi ton environnement. Puis, à la limite, vice versa peut-être. Euh, Fait que tes valeurs, encore une fois, les choix que tu fais, ben si j'ai des jeux de société dans mon environnement, c'est parce que j'ai coupé la télé il y a longtemps, mettons. Ok, j'écoute quand même un peu de streaming là, mais j'ai plus le câble depuis très longtemps. Fait ah, j'avais plus le câble avant que ce soit à mode de pas avoir le j'avais entendu ça comme. Ma cousine m'avait dit ça sur un groupe métal, comme il y a 20 ans, je sais pas quoi. Fait que, un jour, j'écoute plus depuis que c'est populaire. Pour vrai, je pensais vraiment pas que le monde disait ça. Réellement. Donc, l'environnement. Oui, ok. Valeurs, croyances. Donc, encore une fois, ben, selon tes croyances, tu vas te dire que c'est exactement à l'endroit où tu es supposé vivre, où tu mérites juste cet espace-là, ou, ben, dans le fond, considérant ce que tu as réussi à faire dans la vie, ben, cet endroit-là, c'est l'endroit qui est le plus accessible pour toi, mettons. Puis tu vas vivre là, puis c'est tout. Fait que, puis là, vous dites, mais Carl, comment j'applique ça concrètement? Ça tombe bien. Je veux le goût de vous montrer ça. Mais commence à être tard, il va falloir se préparer pour l'entrevue puis la pause. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais sauter toutes les diapos qui parlent de ça pour qu'on en parle la prochaine fois à la place. Puis vous dites, ah, comment, je vais essayer de. Ah non, je pense que je sais ce que je vais faire. Je vais disparaître un instant. Youp. Je vais faire ça comme ça. Et je m'en viens à l'exercice. Oups. Non, pas tout de suite. Hey, une chance, j'ai pas mis tout ça d'un coup. OK. 20h26. C'est l'heure de vous donner un exercice en vous envoyant à la pause. Donc, exercice d'aujourd'hui. Donc, on continue l'idée des points de vue, du point de vue comme on l'avait fait, c'est ça, laisse-moi penser, bref. Le point de vue. Le point de vue, c'est important, on travaille là-dessus. Fait que, ce que je veux que vous fassiez. J'ai le goût de dire, je vais appeler ça un drôle de réveil. Je trouve que ça fait comme conte pour enfants ou je sais pas quoi. Ok. Donc, tu te réveilles, pis t'es pas toi. T'es un animal, t'es un objet, t'es quelque chose, mais pas un humain. Puis pas toi, bref. Ouais, un humain. Toi, t'es un humain. Fait que pas toi. Bref, pas un humain. Et ce que je veux que vous fassiez, c'est quelques lignes, là, genre 4 phrases peut-être. 138 mots. Maximum. C'est bien en masse. 4 phrases, c'est sûrement en masse. Mais bref, amuse-toi. De toute façon, amuse-toi. Il y a pas, je te dis des règles, mais quand même que tu écrirais un poème, je pourrais rien faire. C'est ça qui est le fun. C'est pour ça que je veux vous enseigner à vous autres. Faites ce que vous voulez, puis c'est pas grave. Fait que, ce que je vous fais, c'est que je veux que vous décriviez les premiers moments. Fait que, tu ouvres les yeux, ou pas, je sais pas. Puis, tu vois autour de toi, tu entends des bruits. C'est comment tes sens sont stimulés par ce qui est en train de se passer présentement. Puis, c'est quoi les réflexions. Puis là, je dis toi, mais tu sais, ça peut être ton personnage, tu comprends? C'est juste que
je me suis dit que peut-être en donnant les exemples, en parlant au-dessus de toi, peut-être que ça t'aiderait plus facilement à te mettre dans la peau d'un personnage X, Y, Z. Parce qu'en même temps, tu peux t'imaginer toi être l'animal puis l'objet, puis ça va super bien fonctionner aussi. Fait que, on va y aller avec ça. Donc, fait que je vous envoie là-dessus, 20h28, d'après moi, ça va être 38-40. D'après moi, on va recommencer dans 12 minutes, je vous dirais. Fait que, c'est ça. Je vous laisse sur ça. Je ferme ma caméra une seconde.
20h40. J'espère que je suis présentable. Fait que je reviens à l'exercice pour dire hey les amis sur YouTube, si vous voulez faire des exercices comme ça, il y a un PDF juste en dessous qui est gratuit. Puis en plus, on va pouvoir se parler, puis je vais pouvoir te parler de mon projet, de communauté, d'auteurs et d'autrices privées, d'auteurs, d'autrices, bref. Comme ça, tout le monde est content. Ok, fin de l'exercice. Prochaine chose. Auteur invité pour aujourd'hui. Changement de diapo, Carl. L'auteur qu'on reçoit aujourd'hui a publié à 23 ans une série qui s'appelle Alligracia et le serpent d'argent. C'est fun parce qu'on a commencé à publier à la même place quand on était jeune. Il a publié à compte d'auteur et avec des éditeurs. Donc il a vu les deux shit, il sait de quoi il parle. Cet homme merveilleux a aussi écrit des guides pratiques comme Comment écrire plus. Il a aussi écrit dans la série des contes interdits, la collection des contes interdits, il a écrit le fameux Baba Yaga. Je vous présente Dominique Bellavance. Là, j'ai déjà mis son nom parce que je veux l'intégrer dans l'image. Je vais aller chercher. Bonjour Dominique. Ouais, ton micro. Parfait. Je te reçois. Je t'entends. Génial. Cette heure, on va aller dans les cadres comme ça. C'est-tu pas beau la vie? Je m'amuse. Ok. Et où, toi? Ben j'arrive. Regarde pas, bouge Ok. pas. You! Salut! Ah, T'es-tu surpris? surtout surpris que tu aies mal écrit mon prénom. Ah non! Ah! Ok, je pense que je te l'ai déjà dit. C'est que mon père s'appelait Dominique, puis il écrivait QUE. Fait que moi, j'ai Ah, tout le temps écrit Dominique QE, mais j'oublie que non, le monde normal, ils font pas ça. Mon père, c'est un artiste flyé, genre. Fait que, non, mais étonnamment, la plupart des Dominiques que je croise, gars comme femmes, c'est très rare avec un C. C'est plus dans le milieu anglophone. Mr. Dominic, ils vont écrire ça avec un C. bon, ben, c'est noté. Voilà, je me sens mieux. Bon. Puis là, je sais pas pourquoi, moi, je le vois pas bien, mais toi, tu le vois, puis tu Oui. bon. Mais pourquoi je. Qu'est-ce qui se passe ici? Bon, bref, je pensais qu'on le verrait aussi sur mon texte. C'est pas grave. Fait que cet homme, tout le monde sur YouTube, cet homme s'appelle Dominique Bellavance, faites-moi confiance. Fait que, parce que là, je sais pas pourquoi il veut pas s'afficher son Hey Dominique, salut! Salut. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, nous autres. Ben oui, C'est t'as le plus de fun. barbe qu'autrefois. Ouais, c'est ça. Puis là, j'essaie de la garder plus respectueuse. Ok, là, hey, non, Carl, c'est pas le moment. Quand je vais faire des entrevues de fond là, sur mon YouTube, là, des affaires de 2 heures, 2 heures et demie, puis là, on parlera de barbe puis tout ça. Parce que d'ailleurs, t'es un de ceux qui portent bien la barbe très courte, je trouve. Comme ça arrive souvent que je t'ai vu, tu as une belle ligne, puis tout. C'est gentil parce que les fois que je me suis rasé à la peau, ma fille me dit Papa fait jamais ça. Et Fait que depuis ce temps-là, je choisis de la garder. je comprends ça. Ok. Euh, fait que, je vais aller chercher. Comme je te disais, nous, on est, euh, on est dans l'écriture. On parle de. Aujourd'hui, je te disais qu'on était déjà dans la brique. Carl, rassemble tes idées. Je suis un petit peu trop excité. Ben là, dans le fond, on est-tu dans tes élèves Oui. du cégep? Vous Non, avez c'est écrit? C'est élève quoi? tout court. Ce sont OK. les gens qui sont parmi nous sont des gens qui se sont dit je veux écrire. OK. Genre maintenant, je suis tanné. Bonne Je idée. veux comme. Là, je veux que ça se fasse pour vrai. Puis je suis motivé, puis etc. Fait que là, moi j'ai fait, ben, je vais vous motiver chaque semaine. Puis Right. je vais vous donner tous mes trucs. Euh, puis c'est ça. Fait que là, j'ai fait, bon, on a commencé par les besoins qu'on avait. Fait que c'était des affaires du genre, OK, structure. Comment on ramasse nos idées, comment on planifie notre affaire, comment on, comment on structure l'histoire. Fait que où on va chercher des éléments de la narration pour créer comme notre structure, puis etc. Puis aujourd'hui, on a aussi parlé des personnages. J'ai comme fait un tour d'horizon rapide sur un de
une de mes théories sur comment l'extérieur du personnage reflète l'intérieur du personnage. Puis comment aller jouer là-dedans. Puis après ça, je vais leur faire plein d'exercices là-dessus. Ça va être malade. Fait que, fait que toi, commençons par toi, Dominique, quand t'as une idée ou des idées, puis que tu fais comme, ouais, ça c'est quelque chose que je vais écrire, c'est quoi les premières étapes de ta démarche, toi? Ça dépend vraiment du projet. On dirait que ces dernières années, c'est plus dans. Je travaille plus dans le domaine des commandes. Mettons, on va travailler sur un collectif, puis là, on va m'inviter au collectif en disant veux-tu écrire une histoire dans cette collection-là qui parle de X, Y, Z. Fait que là, je vais vraiment essayer de trouver une idée qui va comme s'insérer là-dedans. Euh, à mes débuts, j'avais cette liberté-là de me dire hey, je peux écrire sur n'importe quoi, let's go, on fait de la fantasy, on fait de la science-fiction, on y va. Aujourd'hui, c'est sûr que ça vient avec plus de contraintes parce que justement, je m'insère beaucoup dans des collectifs comme ça, des collections. Mais il faut dire que quand on est un écrivain qui aspire à vivre de sa plume, il faut penser un peu plus comme ça, à voir c'est quoi les tactiques et les stratégies qui vont amener vers comment je pourrais dire ça, vers une professionnalisation, si on veut. C'est sûr que si je viens de parler comme un politicien, ça veut quasiment rien dire ce que je viens Non, de non, dire. ben en fait, t'as dit, il faut percevoir le travail d'écrivain comme un travail d'écrivain. Absolument. C'est un travail, puis c'est ça. Ben, oui, c'est un travail, mais c'est aussi quelque chose de créatif. Mhm. S'il n'y avait aucune créativité là-dedans, souvent, je serais agent d'immeuble. Même les agents d'immeuble, à la limite, sont créatifs, là, mais moi, j'ai besoin d'avoir cette créativité-là. Euh, j'ai toujours été quelqu'un de créatif, j'ai toujours besoin de mener des projets, qu'ils soient artistiques ou autres. J'ai bien de la misère à travailler dans une boîte où j'ai un patron au-dessus de moi qui va me dire hey, là, il faut que tu rentres la base de données avant 7 heures après-midi parce que là, ça marche pas. C'est ça, j'aime pas ce mindset-là, j'aime pas ce genre de travail. Il faut que je sois créatif. Et quand je commence un travail d'écriture, souvent, je vais me trouver une thématique à explorer. Toute la base d'un projet d'écriture va couler de ça. Je ne me dirais pas, bon, là, je vais raconter quoi? Je vais raconter l'histoire de Tipit qui s'en va dans le Grand Nord puis qui se perd. C'est pas ça. C'est pas comme ça que mon projet va commencer. Je vais plutôt me dire, OK, la thématique là, que je veux explorer, parce que moi, c'est ça que j'ai du fun à écrire, c'est de creuser quelque chose, creuser un bobo de l'humanité, creuser une curiosité philosophique, creuser, peu importe c'est quoi, quelque chose que je connais pas. Et à travers l'écriture, je vais l'apprendre. Je vais démystifier un petit peu la chose. Et je me dis que si je réussis à démystifier cette chose-là pendant que j'écris, ben, le lecteur va aussi progresser un peu comme je l'ai fait. Là. Exemple classique, là, mettons que je voulais parler du deuil. Ce roman-là va porter là-dessus. C'est ça la grande thématique. Ben là, après ça, je vais trouver une histoire qui s'articule autour du deuil. C'est que oui, il va y avoir quelqu'un probablement de mort. Mais ça va peut-être être quelqu'un aussi qui perd son emploi, qui a occupé depuis 15 ans. C'est qu'il faut que tu fasses le deuil de ton ancienne vie à ce moment-là. C'est que je vais essayer de trouver toutes les facettes qui impliquent la thématique du deuil quand je veux aborder ça. Et si c'est une autre thématique, je vais vraiment essayer de faire un 360 là, de tout ce qui est intrinsèquement contenu comme charge émotive, comme conséquence, comme cause de cette thématique-là, puis tourner autour. Là. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui travaille comme ça. C'est cool, c'est le fun, parce que justement, c'était dans les. Comment je pourrais dire ça? C'était dans les plans de leur montrer aussi que, tu sais, moi, exemple, j'ai ça, j'ai. Ok, je résume ça à une chose. Je trouve ça intéressant parce que je voulais parler du fait de commencer une histoire, puis structurer notre histoire, puis apprendre nos idées à partir de notre recherche. Fait que ce que tu me dis là, ça correspond quand même bien à ça. C'est-à-dire que quand tu as ton thème en tête, tu te mets par la bande rechercher toutes les affaires qui pourraient être connectées à ce thème-là. Parce que ça va, oui. Oui, recherche, c'est un grand mot. Moi, je ne Ok. suis pas un chercheur. Là. Ok. Non, mais C'est quand recherche dans j'ai le sens, t'écoutes-tu des documentaires, tu lis-tu des livres par rapport à ça, tu cherches sur des sites web ou des Moi, ce que je entrevues, fais, tout c'est j'achète des livres. Je ne les lis pas tout le temps. Par exemple, dernièrement, j'ai commencé un projet avec la thématique, je ne peux pas le dire encore, là. Il y avait une thématique très claire là-dessus.
Fait que j'ai acheté plein de récits de gens qui parlent de ça, sont encore non lus. Et je viens de faire la correction d'épreuve. J'ai un peu de misère avec ça. C'est sûr que je vais m'imprégner, je vais faire des recherches quand j'ai besoin d'une information très particulière. Mais moi, je suis quelqu'un, des fois, il faut que je combatte ça un petit peu, j'ai hâte d'écrire. Il y a du monde qui font l'exact inverse, qui vont faire de la recherche procrastinative, qui vont rechercher encore et encore jusqu'à temps qu'ils abandonnent le projet, finalement, parce que ça ne va jamais s'écrire, parce qu'ils sont perdus dans une espèce de maelstrom de recherche. Moi, c'est un peu l'inverse. Je devrais peut-être faire plus de recherche au préalable, mais ma recherche, c'est peut-être moins dans les livres qu'elle va se passer que là-dedans. Là. C'est rare que quand on me demande d'écrire un roman, là, que je commence le jour même. Là. Souvent, ça va prendre un bon mois là, avant que j'écrive le premier mot. Parce que dès que l'idée est enclenchée, dès que j'ai trouvé ma thématique, les petits engrenages ils commencent à tourner. Ça va tourner dans la douche, ça va tourner quand je marche dehors, ça va tourner à 1 heure du matin quand je ne dors pas à cause de ça. C'est vraiment de façon passive que les engrenages vont tourner. Et c'est là que je me demande, OK, ça va être qui le personnage? Ça va être qui? Qu'est-ce qu'il va faire? Et pour m'obliger à faire une étape de recherche supplémentaire, je ne sais pas si je t'en avais déjà parlé, mais ma technique du cahier Canada, là, Vas-y. OK. Ben, c'est une technique que je veux développer moi-même. Puis j'en parle dans un de mes, un de mes guides d'écriture, mais il y a du monde qui aime bien ça. Les cahiers Canada, je trouve ça merveilleux parce que tout le monde connaît ça, c'est des petits cahiers qui contiennent 34 pages, je pense. Fait que quand mes idées commencent à se former, là, je ramasse un stylo et je me donne comme objectif de remplir un cahier Canada de la page 1 jusqu'à la page 34. Et j'ai pas le droit d'arrêter avant d'atteindre la page 34. Là-dedans, je fous n'importe quoi par rapport au projet. Ça va être des idées, des personnages, des lieux où mon personnage pourrait aller. Je pourrais expliquer des thématiques. L'affaire, c'est que, avec ma manière de fonctionner, moi, quand j'ai rempli 4 pages, j'ai envie de laisser tout ça de côté et de commencer à écrire. Je suis comme ça. J'ai envie d'être devant mon clavier. Mais ma règle, c'est que tu n'arrêtes pas tant que tu n'as pas fini tes 34 pages. C'est que là, ça m'oblige à trouver non seulement à trouver des personnages secondaires, mais aussi des personnages tertiaires. Sinon, je finirais à la page 20. Fait que c'est comme ça un peu que je m'oblige à aller trouver, à faire tout cet organigramme-là d'idées, de concepts de recherche. Et là, une fois que c'est fait, là, je m'en vais dans mon document Scrivener que j'ouvre et je transfère chaque paragraphe que j'ai écrit de mon cahier Canada vers quelque chose qui va exister dans mon dossier Scrivener d'écriture. C'est que si, mettons, à la page 1, je décris un personnage, ben là, je crée la fiche de personnage. Si à la page 2, je décris ce qui se passe au chapitre 35, je vais créer le chapitre 35 puis mettre une note pour dire il va y avoir de quoi dedans. C'est qu'il faut que chaque élément de mon cahier Canada existe en numérique, d'une manière ou d'une autre, pour que j'oublie aucune information. Puis évidemment, il y a des informations que j'élague. Là, je mets un petit X dans la marge pour dire ça, c'est de la vidange. On ne fera pas ça. Ça arrive quand même souvent, mais ça fait partie du processus. Il faut trouver des bonnes idées. Il faut aussi élaguer les moins bonnes. C'est génial. C'est un super. Je me rappelle que tu m'avais parlé de ça, puis j'avais comme l'idée de remplir le Cahier Canada. Puis là, tu me disais que tu avais trop hâte d'écrire. J'étais comme, ok, c'est peut-être pas ça finalement. Mais ouais, cool. Ben oui, écoute, c'est génial comme concept. Justement, j'essaie de comme montrer à mes étudiants qu'il y a plein de façons de faire. Fait que ça, c'est un super bon exemple de. C'est un équivalent de faire comme ton brainstorm, puis ton espèce de création d'univers, dans le fond, même quand tu es dans du réaliste, de juste faire ça en continu, ça fait grossir ton idée. Puis ouais, c'est cool ça. C'est intéressant. Ouais, c'est un brainstorm avec des limites imposées. Ouais, Parce que c'est je ça. veux pas, je veux pas vraiment tomber. J'ai vu des gens là, faire de la recherche ad vitam aeternam qui n'était pas nécessaire. Là. Et c'est vraiment pas dans ce pattern-là que je veux tomber. De toute façon, c'est pas mon genre. Là. Moi, c'est l'inverse. Il faut que j'en fasse un peu. Cette technique-là, c'est un juste milieu pour moi. Mais ça marche pour moi. C'est que tout le monde va trouver sa propre manière de commencer ses romans. Mais faut juste commencer. J'ai trop vu de monde jamais commencer. La vraie écriture, il faut trouver un point où on commence à écrire et dire la recherche, c'est assez. C'est cool ça. C'est un bon. Ouais, je suis vraiment content. Je suis content que tu aies apporté cette idée-là. C'est bien. C'est Merci. cool. Écoute, j'ai
j'ai mentionné le fait que tu as écrit des guides d'écriture. Fait que tu es comme une des meilleures personnes pour venir dans un cours comme ça. Si tu Mm. avais. Fait que là, comme je t'ai dit, on a. Sur notre groupe Facebook privé, on se dit comme nos objectifs, on est rendu où, mettons, puis comme, ah, je suis rendu là. Fait que j'en ai parmi nous qui ont déjà qui ont terminé, exemple, le premier G. Il y en a d'autres qui sont en chemin d'eux. Mais chose sûre, la plupart, la majorité, je dirais, écrivent assurément au moins 138 mots par jour. Fait que c'est le chiffre que je leur ai donné. Je dis, si tu fais Oh, 138 mots par jour, ça fait 50 000 mots par année. Fait que t'as un roman oh. de taille potable en un an. Puis là, bien évidemment, c'est un piège parce que je sais qu'à un moment donné, à force d'écrire 138 mots, ils vont avoir le goût d'en écrire un peu plus parce qu'ils ne voudront pas arrêter ce qu'ils ont commencé à écrire. Puis là, ils vont abandonner des tâches de la vie quotidienne. Est-ce que tu gères bien, toi, le côté comme écriture puis tâches quotidiennes, genre quand t'es comme en frenzy d'écriture? Là? Moi, j'ai un peu cheat là, parce que là, je fais ça à temps plein, fait que c'est beaucoup plus facile de gérer ma vie. Avant, il y a une époque où j'étudiais à temps plein, puis j'écrivais dans mes temps perdus. Une autre époque où je travaillais à temps plein, j'écrivais dans mes temps perdus. Après ça, j'ai commencé à faire de la pige. C'est que là, je pouvais déjà plus arranger mon horaire comme je voulais. Maintenant, c'est l'écriture à temps plein. Mais l'écriture à temps plein, je me rends compte que mes romans avancent plus vite que quand je travaillais à temps plein, mais pas tant que ça. Quand je travaillais à temps plein, tu t'obliges, si tu veux que ton projet avance, là, à te botter le cul le soir ou le matin ou la fin de semaine pour écrire, tu as cette pression-là. Oui, je m'impose une pression parce que j'ai des deadlines à respecter. C'est pas comme avant. Là, je peux faire plus ce que je veux dans ma journée, puis je suis peut-être moins intense. Moi, l'intensité d'écriture, ça va arriver quand je suis dans le dernier quart du projet à peu près. Là. Quand je suis dans le dernier quart, j'ai vraiment une idée de la fin. Parce que des fois, ça arrive souvent que je commence mon projet et que j'ai aucune idée comment ça va finir. Mes 3 derniers projets, c'était ça que ça a fait. Là. J'avais un plan pour la première moitié en me disant, ben, le reste, ça viendra. Et quand j'arrive dans le dernier quart, là, je tombe en frenzy. Souvent, je m'isole quelque part. Euh, Puis je fais des 3000, 4000, 5000 mots par jour. C'est très Parce que intense, c'est très épuisant, mais ça vaut la peine. Puis souvent, ça fait d'être intensivement comme ça fait des meilleures fins parce que tu es, tellement dedans que tu vois tout. Tu n'oublies aucun détail que tu avais implanté au chapitre 3 qu'il faut qu'il revienne au chapitre 35. Là. Moi, ça m'aide énormément de faire des gros rushs comme ça, mais juste dans une finale. Je ne ferais pas ça au début du livre, mettons, parce qu'au début, je me cherche un petit peu plus. Là. Surtout le dernier projet que je viens de faire. Ça fait longtemps que ça m'a fait ça. Moi, j'ai toujours dit que j'ai jamais eu le syndrome de la page blanche. Ça vient de m'arriver. Là. Après 20, 20 ans de métier, 20 ans de publication. C'est le premier projet là, que j'ai commencé et j'ai fait OK, ça va pas bien. J'avais fait mon cahier Canada, j'écrivais, puis c'était genre 200, 300 mots par jour, pas plus. Et moi, c'est plus 2000, mon sweet spot d'écriture par jour. Là, ça a débloqué un peu. Je suis rendu, bonne journée, c'est 1000. Ça dépend vraiment du projet. Là. Le projet d'avant, c'était 2000, aucun problème. C'est ça. Ça arrivait plusieurs fois dans ma vie. Là, je divague, là, ça te va si moi, écoute, oui, c'est passe ça, une c'est chire. le plaisir de ce qu'on fait, mon gars. OK, good. Me dire si vous êtes tanné. Mais ça m'arrivait quelques fois dans ma vie. Tu sais, quand tu écris tout le temps, comme un peu ton jus créatif, il faut que tu le renouvelles. Puis, en le renouvelant, il y en a beaucoup qui disent il faut que tu lises beaucoup de livres. Oui, il faut que tu lises. Quand tu écris, il faut que tu te nourrisses de beaucoup de genres littéraires, de beaucoup d'auteurs différents, de beaucoup de styles différents. Ça va nourrir ton style, ça va nourrir ta créativité. Il y a des profs qui disent ça, puis moi, je ne suis pas d'accord, qui disent que la lecture seule suffit. C'est faux. Puis ça, je vais me battre là-dessus, là, griffe et sang. Il faut que tu vives des affaires. Si tu fais juste lire du stock puis réécrire par rapport à ce que tu lis, je ne veux pas parler contre les DJ, c'est une job comme un autre, mais tu es un DJ. Tu fais juste remixer des bouts de texte que tu as vus ailleurs. Puis ton expérience se limite à l'expérience des autres, finalement, que tu vas juste rebrasser. C'est correct, ça peut faire des bons livres, mais si toi, personnellement, tu es resté tout le temps enfermé chez vous, puis tu t'es jamais trempé le pied dehors dans la piscine, là, euh, ton œuvre ne sera pas singulière à toi.
Fait que ça m'est arrivé souvent dans ma vie, puis j'ai l'impression que récemment, j'étais un petit peu là-dedans. Là. Tu as l'impression que tu n'as plus de jus, puis qu'on dirait que tu as écrit quelque chose, puis tu l'as déjà écrit là 15 ans ou là 10 ans. C'est dur de se renouveler maintenant, là, quand ça fait ton 25e livre. C'est quelque chose qui m'a fait ça un peu dedans là, depuis les 2, 3 dernières années. Fait que quand ça arrive, là, j'essaie de prendre des briques d'écriture. Là. C'est dur pour moi parce que on dirait que quand j'arrête d'écrire, je deviens de mauvaise humeur. Il faut que quelque chose qu'il faut qu'il sorte. Là. Mais j'essaye de vraiment mettre ça un peu de côté puis sortir de ma zone de confort d'une manière ou d'une autre, de faire quelque chose dans ma vie quotidienne là, qui est complètement différente. Là. C'est nécessaire pour ramener un petit peu cette flamme-là, des fois, qui s'éteint quand on a justement trop fait sortir de stock et qu'on n'a pas fait assez rentrer. C'est c'est très beau, Dominique, ce que tu dis. Merci. Ça- c'est vraiment, ça a plein de sens. Oui, tout à fait. Moi, je suis un partant de ça extrême, là, on s'entend, là, dans le sens que, tu sais, pour mon destination extrême, moi, je suis allé dormir sur l'île aux poupées au Mexique, là, tu sais, tu veux. Moi, je voulais comme vivre la vraie shit, là. Je voulais comme, Mhm. je voulais comme m'imprégner de, tu sais, de tout ça. Fait que c'est sûr que peut-être que tu voulais peut-être pas dire aussi intense que ça, mais comme le fait de sortir de chez soi, puis de sortir de sa zone, puis tout ça, c'est comme, ça vient avec. Ben, tu sais, mettons comme l'exemple de l'île aux poupées. Je dis ça, j'ai pas lu ton livre, mais mettons Là, que tu veux. il est même pas sorti pour toi. Ah bon, ok, ben, c'est une bonne raison. Sinon, j'aurais un peu volé des fichiers interdits. Tu sais, mettons que tu écris quelque chose qui se passe sur une île isolée, particulière. Là. Ben, tu sais, oui, tu peux aller sur l'île en question, mais tu peux aussi juste aller faire du camping dans le bois. Tout à fait. C'est une expérience un peu similaire. C'est là la différence là, entre aller faire ton camping et juste aller voir les lieux avec Google Street View. Et Google Street View, c'est rester chez vous. Oui, tu vas avoir des informations. Je l'ai fait pour mon dernier corrupteur. Là. Il y a des personnages qui s'en vont à Saint-Cyprien, dans le sud du Québec. Je n'ai pas eu besoin de visiter Saint-Cyprien pour faire Pour savoir quoi. un bout d'histoire qui se passe là-bas. Là. Le Street View, c'était en masse correct. Les filles vont d'un garage du coin. J'ai juste eu besoin de voir. Ben, en fait, j'ai inventé un garage, on s'en sac. Il n'y a rien de typique à Saint-Cyprien. Ils passent par là et sont dans le bois. Ça, c'était pas nécessaire. Par contre, dans un autre passage du livre, mes personnages principaux visitent le tunnel de train du Canadien Pacifique qui passe en dessous de la ville de Québec. On n'a pas le droit de rentrer là. C'est un tunnel que même sur Google Maps, tu ne le vois pas parce que les gens veulent pas, les propriétaires du tunnel veulent pas que les gamins y aillent là-dedans faire des graffitis. Ça n'existe même pas ces cartes, cette place-là, puis le monde ne savent même pas qu'il y a un tunnel de train qui passe en dessous de la ville. Ben, écoute, j'ai déjà, quand j'étais gamin, visité des tunnels comme ça en campagne. Tu sais, des fois, il y a comme une route qui passe par-dessus une rivière, puis il y a une espèce de tunnel en béton. Là. Ben, moi, j'allais là-dedans. Là, j'avais du fun. Je savais les échos ressemblaient à quoi. Je connais l'effet de claustrophobie. J'ai déjà vécu cette chose-là. C'est que ça, j'ai pu m'inspirer un peu de mon vécu. Mais j'aurais difficilement pu reproduire cet effet-là si j'y avais jamais été ou si j'avais juste lu l'expérience à travers d'autres livres. Oui, ça m'aurait énormément aidé de l'avoir lu à travers d'autres livres, mais j'aurais manqué des choses. Manqué des éléments que moi, j'aurais pu apporter selon mon vécu à moi dans ces lieux-là. C'était le fun, j'avais pas eu besoin de le refaire. Je l'avais fait déjà. Mais c'était dans mon enfance. Il a fallu que j'aille creuser un petit peu dans mon passé là, pour vraiment me mettre là-dedans. Parce que quand tu es dans un tunnel de béton, là, exemple, il y a beau faire 30 degrés dehors, le vent qui souffle dans un tunnel long comme ça est glacial tout le temps. Parce que la terre, quand tu es plusieurs mètres en profondeur de la surface, ça reste froid. J'étais vraiment super surpris par la fraîcheur de l'air qui se dégage d'un tunnel, même quand il fait très chaud. Ça, c'est un détail que j'aurais peut-être pas vu dans un autre livre. Mhm. Là, Ouais. j'ai pu en parler parce que je l'avais vécu. Ouais, c'est vraiment comme. C'est ça. C'est ce que je leur. C'est ce que je leur dis en parlant d'introspection slash de l'utilisation de la méthode Stanislavski. Fait que de transposer comme l'émotion que tu aurais vécue dans une situation X en te basant sur ce que toi t'as vécu qui pourrait être similaire. Puis là, comme l'imbriquer dans ton personnage puis le faire vivre comme avec des détails que personne ne pourrait savoir sauf du monde qui ont vraiment vécu ça. C'est vrai qu'il fait fret dans un tunnel.
Ben, tu sais, un exemple que tu me fais penser, quand j'ai écrit Laissez-les brûler, c'est le projet sur lequel j'ai fait le plus de recherches parce que, tu sais, au début, je disais, il faut se trouver une thématique, là. Moi, le défi que je voulais faire en écrivant ce livre-là, c'était de faire de la recherche, tu sais, parce que moi, j'en faisais pas beaucoup en écrivant mes livres. Mais là, je m'étais dit, je vais parler d'un sujet que tu connais fuck all. Tu sais, vraiment rien, là. Puis là, c'était l'expérience d'un pompier volontaire dans un village. Parce que oui, j'aurais pu écouter Caserne 19, là, je ne sais pas trop c'est quoi le show, là, mais tu sais, un show de pompier dans une grande ville comme à Montréal ou à New York, ça existe, j'aurais pu regarder ça. Moi, ce qui m'intéressait, c'est les pompiers volontaires d'un village sont juste une équipe de 8. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un feu qui éclate quelque part? Parce que je voulais que ça se passe dans mon village natal en Beauce. Puis là, en plus, pour me donner un défi supplémentaire, je voulais que ce soit pas un pompier, une pompière. C'est que là, je voulais avoir l'expérience d'une pompière dans une équipe de gars. Et j'ai été super chanceux parce que j'ai trouvé une pompière dans ce village-là qui était la seule femme. Et j'en ai parlé, j'ai dit Hey, ça te tente-tu qu'on fasse un meeting, je fournis la bouteille de vin, et tu me parles de ton métier toute la journée. Fait que, on s'est vraiment assis. Puis elle, ce qui est le fun, c'est que elle a vécu des choses. Elle a vécu elle a eu des formations, premièrement, où elle a été informée de nombreux dangers qu'on peut trouver sur un lieu où il y a un incendie. Par exemple, si, mettons, la maison brûle, ne va jamais ouvrir la porte si la porte est fermée sans protection parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle un backdraft. Et le rez-de-chaussée explose littéralement quand tu fais ça parce que la maison qui manquait d'air, ben, soudain, il y a un souffle d'air qui rentre dedans, puis pouf, ça peut être très, très dangereux. Ou une autre affaire, mettons que la maison est en fumée, puis il faut que tu rentres là-dedans. Là, elle dit c'est super important de prendre un tuyau avec toi pour trouver la sortie. Parce que quand tu rentres dans une maison pleine de feu, pleine de fumée, tu vois rien. Tu vois rien. Fait que ça se peut que tu restes prisonnier de la maison, même si c'est une très petite maison. C'est que si tu traînes un tuyau à partir du camion avec toi, tu vas être capable de rebrousser chemin et d'éteindre quelque chose accessoirement si tu vois Ouais, c'est ça, un feu mettons, qui là. mérite d'être éteint, mais c'est surtout pour s'enfuir de la maison, si tu as besoin d'aller sauver quelqu'un. Fait que tous ces petits détails-là, ben, c'est elle qui me les a formés. Ça, j'aurais pas pu aller éteindre un feu. Ça me prenait quelqu'un d'autre. C'était nécessaire. Et une fois que j'ai eu écrit tout mon premier jet, après ça, je me suis relu, j'ai surligné en jaune tous les éléments techniques qui se trouvaient dans mon livre pour qu'elle puisse les valider. C'était le fun parce que non seulement elle me disait OK, ça c'est réaliste, ça ne l'est pas, il faudrait que tu changes ça. En plus, elle me disait Hey, à ce place-là, il pourrait arriver telle affaire. Parce qu'elle, elle l'a vécu. Elle a vécu ces choses-là. Puis moi, je ne connais rien là-dedans, comme j'ai dit tantôt. Fait que faut. Elle m'amène ces idées-là. Tu sais, mettons, quand le personnage se promène dans la maison, elle dit ce serait le fun qu'il se pêche. Que le tuyau d'oxygène de son masque déconnecte. Et si ça arrive, le masque lui suctionne dans la face, puis les yeux veulent lui sortir de la tête. Moi, j'écrivais un roman d'horreur. J'étais, c'est donc bien cool. Jamais que j'ai pensé à ça. Fait que, sans le vouloir, elle m'a permis d'ajouter plein de détails horrifiants dans une opération de pompier qui se voulait réaliste, ultra réaliste dans un contexte fantastique. Mais moi, je voulais que l'opération soit réaliste. Là, j'ai eu l'aide de quelqu'un qui était extrêmement précieuse. Puis était super willing pour m'aider. Je suis vraiment content de ce projet-là pour la recherche justement que j'ai faite. Que j'ai... Là, je suis sorti de ma zone de confort parce que c'est pas quelque chose que je fais, là, aller interviewer quelqu'un de façon sérieuse comme ça, là, avant d'écrire un livre. C'était nouveau pour moi. Puis c'était-tu à l'étape où t'étais dans ton cahier Canada ou c'était comme le cahier Canada était déjà rempli quand t'as rencontré cette fille-là pour la première fois, mettons? Je m'en souviens plus. Euh, Il check son d'après courriel. moi, d'après moi, il était fait parce que j'avais déjà trouvé le frame de l'histoire, ce qui allait se passer un peu. Mais là, je me suis dit, sûrement, après ça, donc, il fallait que j'aille les détails de l'opération, là, dans les moultes détails. Et c'est là que l'entrevue là, a aidé à développer ça. D'après moi, je devais avoir une ébauche de plan. J'en avais sûrement un parce que j'ai dû y dire, moi, à tel chapitre, je veux qu'il arrive telle affaire, ça va-tu marcher, ça? D'après moi, j'avais un plan, là, au moins embryonnaire. Parce que moi, mon but, c'est de ne pas faire perdre son temps à la personne. Fait que si j'arrive là, pas de plan, Oui, oui. c'est plus approximatif, puis il manquait un peu de respect. Que je devais être préparé, je ne peux pas croire. J'en doute pas. Je sais que t'es professionnel, Dominique. Bon, j'essaye. Euh, là,
Ce qui est le fun, c'est que, tu sais, mettons, j'essaie de penser, je crois que jusqu'à maintenant, la majorité des auteurs qui sont venus avaient juste publié avec des éditeurs. Sinon, comme pour le fun, mettons, mais pour le reste du temps, ça a toujours. Mais toi, toi, t'es un marcheur de l'ombre du crépuscule. T'as vécu les deux. T'as vécu Oui, vraiment comme il faut de publier ton stock toi-même, puis de gérer toute ton édition toi-même, puis de le faire avec un éditeur qui s'occupe de toute la job. Euh, Si t'avais comme c'est quoi ton commentaire là-dessus? Qu'est-ce que tu as à dire sur comme après avoir parce que moi aussi j'ai fait les deux, mais je veux dire comme jeu ta voix à mhm. toi là-dessus. Euh, quel point de comparaison tu donnes entre les deux quand on t'en parle? Qu'est-ce que tu dis pas souvent par rapport aux deux ensemble puis que tu voudrais peut-être dire là? Ça, j'ai une formation de 16 heures là-dessus. Fait que je vais essayer de condenser ça en 2 minutes. Ce que j'ai Cool. retenu là-dessus, je pense que j'ai retenu le plus par rapport à l'auto-édition, c'est si tu n'as pas de système, fais pas d'auto-édition. Quand je dis système, c'est la compétition qu'il y a sur Internet, elle donne mal à la tête, là, tellement c'est immense. Mettons que tu écris un livre de fantasy, quand tu vas l'envoyer sur Amazon, là, il va être à côté de milliers, sinon millions de livres de fantasy concurrents au tien. Et pourquoi la personne qui veut lire la fantasy choisirait ton livre? Il n'y a pas de raison vraiment, parce qu'il ne te connaît pas. Surtout quand tu commences, là. C'est que c'est vraiment dur de se faire voir, de profiter de la découvrabilité qu'offre Amazon alors que tu es à côté de milliers ou de millions d'auteurs ou de livres concurrents aux tiens. C'est là que l'édition traditionnelle vient un peu aider pour ça, à cause du phénomène qu'on appelle l'office. Quand un livre sort par un éditeur agréé au Québec, chaque librairie agréée doit, par la loi, tenir au moins un exemplaire de ton livre sur ses tablettes pendant une certaine période. Ça veut dire que si au Québec, il y a 300 librairies agréées, ça veut dire que c'est garanti que ton livre va être à 300 endroits. Déjà là, ça aide parce qu'il y a des lecteurs qui ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est normal. Ils vont aller bouquiner dans les rayons des librairies et là, ils vont voir ta couverture, puis tu ne seras pas à côté de 10 000 livres. Tu vas être à côté de 30 livres, ou 50 ou 60. C'est beaucoup plus de chances d'être choisi au hasard. Quand je parle qu'en auto-édition, il faut que tu aies un système, faut beaucoup travailler. Il faut que tu aies idéalement un infolettre. Il faut que tu aies un système pour que les gens s'inscrivent à ton infolettre où tu vas donner un chapitre gratuit, tu vas donner une nouvelle gratuite pour qu'il y ait un petit. Que le monde ait envie d'aller s'inscrire. Il faut que tu aies une page Facebook, il faut que tu sois influenceur un peu parce qu'il faut que tu aies des followers qui savent que tu existes. Il faut que tu fasses beaucoup, beaucoup de choses. Alors que quand tu fais de l'édition traditionnelle, tu as moins besoin de faire ça parce que c'est l'éditeur qui, normalement, se charge de faire la promotion de ton livre. C'est lui qui s'occupe de la couverture, c'est lui qui s'occupe de la mise en marché. Fait que toi, tu es un peu plus un acteur de l'ombre, sauf quand surviennent les salons du livre, là où là, tu sors de ton trou, tu t'en vas signer des livres avec les lecteurs. Oui, tu peux avoir une présence sur les réseaux sociaux, mais on dirait que je me rends compte avec le temps que plus tu insistes sur les réseaux sociaux, puis plus ça envoie le mauvais signal. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont comme marteler sur leur compte Twitter, leur compte Instagram. Hey, j'ai sorti un nouveau livre. Hey, toi, tu veux mon livre? Hey, mon livre! Et ça envoie le signal que tu ne vends pas. Parce que tu as besoin de passer du temps à répéter Hey, regarde, moi, j'existe. Hey, mon livre existe. Et souvent, ça va comme réduire l'ardeur des lecteurs. C'est un peu comme la cruise. Là. Tu sais, quand tu veux trop, ben, c'est exactement la même affaire. T'envoies des On veut. photos de ta couverture par Messenger, plein de monde que tu connais pas. Puis... Non, mais il y en a qui font ça. Il y en a qui font ça, puis ça ne marche pas. C'est quand tu sens que l'autre est trop désespéré d'avoir une relation, tu te dis qu'il y a sûrement un problème derrière ça. Et c'est un peu le message que ceux-là qui en font trop sur les réseaux, mais de pas la bonne manière, parce qu'il y a une bonne manière de le faire. C'est le message que ça envoie. C'est là que c'est un jeu dangereux. Oui, on peut publier sur les réseaux sociaux, même si c'est très recommandé, mais je vais toujours prêcher de publier du contenu avec un grand C. C'est plutôt que juste faire de la pub tout le temps. Je ne sais pas, moi, mettons, encore une fois, ça aide beaucoup de sortir de chez soi.
Et moi, je suis du genre de dire, c'est mieux de publier une photo de ton chat que de publier, encore une fois, la photo de ta couverture qu'on a déjà vue 50 fois et que ça ne nous tente pas de revoir. T'sais. Alors que quand tu photographies ton chat, OK, ça n'a peut-être pas rapport à l'écriture, mais au moins, tu te présentes toi. Puis tu fais découvrir tes qui, tu fais découvrir, ben ça, c'est mon chat. T'sais. Puis les gens qu'on connaît, nécessairement, c'est scientifiquement prouvé, on a envie de faire affaire avec eux, on a envie de les connaître, d'acheter leurs livres. C'est souvent sous cet angle-là que je vais suggérer aujourd'hui. Je n'ai pas toujours été de même, je n'ai pas toujours eu cette opinion-là. C'est sous cet angle-là que je suggère aux gens de faire leur approche sur les réseaux sociaux. Et quand on est un auteur auto-édité, ben, c'est là que ça devient un danger, là, parce que là, personne ne nous connaît. On veut que les gens savent qu'on écrit, on veut que les gens connaissent notre livre, mais comment faire pour ne pas avoir l'air trop pushy? C'est vraiment difficile. Alors qu'en édition traditionnelle, c'est pas la même manière. Les gens te voient en salon du livre, tu n'as pas besoin de leur sauter dans la face pour qu'ils te connaissent. Là, ils viennent voir l'éditeur, puis il y a un nouvel auteur, je vais aller le voir. Il y a des choses qui se font un petit peu plus naturellement. Mais quand tu réussis à cheater le système en auto-édition, ça peut être très payant. Mettons que tu réussis à avoir tes 10-15 000 followers, tu réussis à vraiment avoir des gens là, qui veulent la suite de ton livre. Là. Mais quand les gens achètent un certain nombre critique de ton livre sur Amazon, je dis Amazon parce que c'est là que 90% des ventes se font, en impression sur demande et numérique, ben, ton livre va rentrer dans les algorithmes un petit peu. Si tu écris de l'horreur, ben, les gens qui t'achètent, souvent, ils ont lu d'autres livres d'horreur. Ils ont lu Patrick Sénécal, ils ont lu Eric Kennel, ils ont lu Stephen King. C'est qu'après ça, quand les gens vont aller sur les pages des auteurs plus connus, comme Stephen King, ça se peut que ton livre apparaisse dans les lecteurs qui ont acheté ce livre, ont aussi acheté ce livre, ou ont aussi apprécié ce livre. Et c'est là que la pub automatique commence à se faire. C'est ça, il faut comme briser la première barrière de la découvrabilité. Une fois qu'on a été découvert et une fois qu'on commence à avoir quelques ventes, l'algorithme va s'occuper de la suite. Et c'est le nerf de la guerre. Tous les livres de promotion que j'ai lus sur l'auto-édition, c'est souvent des livres dans le milieu anglo-saxon, répètent toutes la même maudite affaire. Toutes les actions qu'on va faire, c'est dans un et unique but, c'est de mettre en marche les algorithmes sur ces sites-là. Et c'est vrai que quand on réussit à les mettre en marche, les ventes, ça fait un graphique en courbe quasiment exponentielle. Mais c'est dur à commencer. Puis, est-ce que tu dirais quand même que pour un auteur francophone, ça peut quand même être possible d'espérer qu'il se passe quelque chose avec Amazon? Ou parce que, tu sais, dans les commentaires, il y a eu comme une question par rapport à compétitionner par rapport à d'autres livres. Puis là, c'était, mais là, tu compétitionnes par rapport à tous les livres francophones ou anglophones. Mais là, fait que je réponds un peu à la question par la bande pour juste se concentrer sur une affaire. Mais, fait que, fait que sur Amazon, quand tu écris en français tes histoires, puis que t'essayes pas de. Parce que je suppose. J'aimerais ça que tu me dises. Ma question est vraiment bizarre. Fait que j'aimerais ça que tu me dises aussi, après ça, un commentaire sur l'édition francophone sur Amazon, puis par la suite, en développant sur est-ce que c'est bien ou je sais pas d'envisager à l'époque où on est maintenant aujourd'hui avec l'accessibilité à une part de traduction puis après ça trouver d'autres mondes puis ça c'est-tu envisageable pour des Québécois de faire ah ben on pourrait peut-être essayer de percer un marché anglophone. Je me doute pas mal de où tu t'en sais quoi la réponse, mais je veux que tu nous La racontes. réponse, c'est non. Non, essaye même pas. Je vais tout de suite être très catégorique là-dessus. Les personnes qui ont essayé de percer en anglais en auto-édition alors qu'ils sont francophones, j'ai jamais vu rien là, qui a décollé. Là. Rien. C'était beaucoup d'efforts, beaucoup de frais de traduction. Et souvent, c'est vraiment dur de trouver un bon traducteur. Pour vrai, là, c'est vraiment une perle rare. Et les gens qui s'improvisent traducteurs vont charger quand même un prix de fou pour générer un manuscrit qu'on envoie à un bêta-lecteur qui est natif d'anglais, puis il va tout le temps dire que c'est de la vidange. C'est ça la réalité. C'est un milieu un peu de requins et tout le monde rêve de publier en anglais. Il y a des gens qui profitent de ça. Quand je parle d'édition à compte d'auteur, c'est un peu le même discours que j'ai. C'est vraiment un milieu de requins qui veulent exploiter les rêves des gens de publier un livre. Et je pense que dans le milieu de la traduction, il y a un peu cette même mentalité-là, malheureusement. Je dirais, essaye d'abord de percer en français.
Parce que déjà, c'est assez tough. Et quand tu tombes en anglais, tu as encore plus de compétition. Oui, il y a plus de lecteurs, mais tu as plus de compétition. Puis les gens vont nécessairement lire les grosses vedettes de ton milieu plutôt que toi. Ils n'ont aucune raison de te lire quand tu n'es pas connu. Fait que je pense pas que c'est la bonne avenue, là, même si oui, ça fait rêver là, d'être lu en anglais partout dans le monde, parce que oui, ça débloque l'international, mais les francophones, il y en a aussi dans plein de pays. Là. Moi, j'ai vraiment été étonné de la quantité de livres numériques que j'ai vendus en Afrique. Pour vrai? L'Afrique, c'est. Oh, oui, il y a beaucoup de francophones en Afrique. Et aussi, évidemment, en France, mais pas que là. Moi, au début, mes livres, je les avais écrits uniquement dans l'optique d'être vendus et lus au Québec. Mais 75% de mes lecteurs sont en Europe parce qu'il n'y a pas de frontière avec l'auto-édition. Quand quelqu'un en France achète mon livre, ben, il est imprimé en France, il est expédié en France. Il n'y a pas ce concept-là de devoir l'envoyer par-dessus l'Atlantique pour qu'il arrive là. Non, non, il est imprimé direct sur place. Fait que ça ne coûte pas plus cher à un lecteur français d'acheter mon livre qu'un lecteur québécois. Alors qu'un livre en édition traditionnelle, oh, ça, il va le payer gros prix en France. Ou il va passer par la librairie du Québec, mais il y a beaucoup moins d'accessibilité. C'est que ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de dire tantôt. C'est vrai que si notre but, c'est d'être lu en France ou dans le marché mondial francophone, là, l'auto-édition devient intéressante parce que ça débloque, ça élimine toutes les frontières. Alors qu'en édition traditionnelle, il n'y a rien de garanti qu'on va être lu et publié en France. C'est même assez compliqué de faire ça. Il faut réfléchir à ça. C'est que si on veut un marché international plus facile en termes de frontières, ben là, l'auto-édition, c'est quand même pas pire. Je pensais que j'avais une seconde de plus. Non. Fait que, est-ce que tu dirais que. T'as un petit peu. Fait que là, édition. Donc. J'ai perdu mon idée. Ça m'arrive souvent. Rendu à ce temps-là, ma médication fait plus effet. J'étais un peu perdu. Bon. Guillaume, je sais pas qu'est-ce que tu veux dire par c'est de la faute au tarif, point d'interrogation. Ben, pourquoi, dans le fond, les éditeurs québécois, ils favorisent pas le libre accès au marché francophone sur la planète? Pourquoi c'est mieux de t'auto-éditer parce que tu veux vendre des livres en français? Ben, c'est parce que, mettons, l'éditeur québécois, souvent, en plus, souvent, c'est ça qu'il va faire dans le contrat d'édition, il va signer pour les droits internationaux en français. Donc, en signant avec un éditeur québécois, la plupart du temps, si tu voulais t'auto-éditer en France, tu ne pourrais pas. Parce que le contrat stipule que tu as offert à l'éditeur tous tes droits partout dans le monde. Là, le problème qui est peut-être politique dans ce cas-ci, mais là, je ne suis pas un expert là-dedans, c'est qu'il y a pendant beaucoup d'années, il y avait un protectionnisme en France là, où les gens ne voulaient pas lire ce qui venait de l'extérieur. C'est moins vrai aujourd'hui, on le voit avec ce qu'on vit aujourd'hui avec les comptes interdits. Là. Il y a une ouverture, une très grosse ouverture qui s'est faite pour le marché extérieur en France. Mais juste le côté logistique, là, juste envoyer les livres là-bas, là, c'est compliqué. Hein? Les bateaux, ça coûte cher. Là, parce que tu peux en envoyer en avion, mais tu vas en envoyer une pas mal moins grosse quantité. J'ai déjà vu des entrepôts d'ADA, c'est des palettes, puis des palettes, puis des palettes de livres. Là. C'est beaucoup de livres là, quand tu veux fournir des gros marchés. Ça, c'est juste les palettes qui étaient pour le Québec. Mais quand tu arrives en France, là, hey, des librairies, là, il y en a là-bas. Là. C'est capoté. Il y en a plusieurs dans chaque ville et village. Il y a des FNAC, il y a des Cultura. C'est une culture de la lecture qui est vraiment différente de la nôtre, qui est beaucoup plus encouragée. Quand tu veux entrer dans ce marché-là, là, tu ne peux pas avoir juste 50 livres à offrir. Il faut que tu en aies des milliers. Et si tu n'en as pas des milliers, ben les FNAC, les Cultura ne voudront pas te prendre. C'est pour ça que c'est dur à la base. À la base, là, si tu veux percer en France, ce qu'il faut que tu fasses, c'est trouve un partenaire avec un partenariat avec un éditeur français, puis vends tes droits là-bas pour qu'un éditeur français puisse d'abord possiblement l'adapter, parce que des fois, il y a des expressions québécoises qu'il faut peut-être modifier un petit peu, et surtout l'imprimer là-bas, puis faire la mise en marché directement sur place. Je pense que c'est la meilleure manière d'arriver sur le marché français. Puis même les auteurs québécois qui ont beaucoup de succès ici, comme, mettons, je sais pas, voyons, lui qui est rentré à l'Académie française, là, Daniel Ferrer? Daniel Laferrière, c'est un auteur très lu en France, mais là, il faudrait vérifier est-ce que c'est vraiment ces livres québécois qui sont rendus là ou ils ont vendu les droits à un éditeur français. Moi, je parierais que c'est une vente de droits à un éditeur français, mais il faudrait vérifier. Mais j'ai l'impression que ça marche vraiment comme ça là-bas.
Parce que dès que tu vends tes droits à un éditeur français, le livre devient un produit français, au fond. C'est peut-être plus facile de l'envoyer dans le réseau de distribution. Mais là, je parle à travers mon chapeau. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne suis pas un éditeur, mais c'est ce que j'ai entendu entre les branches. Ben, je sais que ça, moi, je peux le compléter. Je sais qu'avec The Mortagne, ils ont fait les deux. Ils ont fait vraiment de la vente de droits, littéralement. Où là, c'est comme un. Fait que là, il est sorti un format poche d'un livre d'une autrice d'ici. Fait que c'était weird d'avoir de pouvoir aller chercher son livre dans la section livres français de France. Mais je sais je sais qu'ils ont fait ça. Puis ils ont essayé, écoute, on a taponné avec Cobaye là, pour essayer de trouver un moyen de. Mais là, effectivement, il faut adapter parce que nous, c'est un registre de langue correct familier, mettons. C'est vraiment entre les deux. Fait il faudrait réadapter, puis remettre en contexte, puis etc. Je sais que c'est ça. C'était toute une affaire financièrement aussi. Puis l'idée même de l'exporter vers l'anglais, peut-être, une maison d'édition comme d'Ontario ou quelque chose, c'est du taponnage infini. Là, parce que, Ça marche pas pareil, c'est des agents dans le milieu anglophone. ouais, ça, puis là, mais ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, en France, il y a aussi ce qu'on appelle Distribution Nouveau Monde, qui, je pense, c'est dans la même. La librairie du Québec à Paris a Distribution Nouveau Monde aussi. Je pense que c'est vraiment la même business. Ben, quand on veut envoyer un livre en France, souvent ce que les éditeurs d'ici vont faire, c'est qu'ils vont m'envoyer envoyer genre 300 copies à Distribution Nouveau Monde pour que les gens puissent le commander en France. Mais comme je dis souvent dans mes formations, si un livre n'est pas sur les tablettes des librairies, ben, c'est pas une valeur, mais il ne vendra pas. C'est parce que c'est la promesse que beaucoup d'éditions à compte d'auteur vont faire. Ils vont dire ben, ton livre va être partout en librairie au Québec. Avec nous autres, oui, tu vas nous payer 5000$ pour qu'on imprime et qu'on design ton livre, mais ton livre va être partout au Québec. Ce qu'ils veulent dire, c'est que ton livre est commandable partout au Québec. Il faut que les gens aillent au comptoir, disent je veux le livre XYZ de Carl Rochelot, et ça n'arrive jamais parce qu'ils ne te connaissent pas. Le but d'une librairie, c'est d'agripper les gens qui bouquinent, que les gens rentrent et qui te voient sur le cube. Hey, lui, c'est vrai, il y a sa nouveauté. T'sais. Entre les livres présents dans une librairie et le livre imaginaire qui existe juste au comptoir, tu vas perdre. C'est sûr, sûr, sûr. Fait que, c'est pas magique, là, cette espèce de mini-distribution-là en France. Oui, tu vas en vendre quelques-uns, là, mais la plupart vont être retournés ou détruits. La réalité. Je t'écoutais, puis j'étais comme, peut-être que je suis en train de leur faire peur, hein, laisser parler Dominique demain. Non, mais j'aime mieux dire la vérité parce qu'il y a beaucoup de monde qui arrive dans le milieu avec des attentes démesurées. Tu sais, hey, ouais, je vais être édité en France. Non, l'édition en France, ça veut dire telle affaire. Tu sais, j'aime mieux avoir des attentes réalistes. Comme ça, s'il arrive quelque chose de très bien, ben, on va être agréablement surpris. Mais de toute façon, au début, là, toutes ces considérations-là, il faut comme les mettre les rouler bien comme du monde, puis sacrer ça au vidange. Là. Ce qui est important au début, c'est d'écrire une bonne histoire. Ça va toujours être ça. Les considérations de marketing, ça vient tout après. Oui, des fois, tu peux mélanger ça un petit peu ensemble. C'est possible, mettons, de faire un projet ultra créatif, mais de s'arranger pour que ça soit un petit peu plus dans l'air du temps. C'est juste un écrivain professionnel qui va réfléchir comme ça avant de commencer un projet. Oui, aujourd'hui, mon prochain projet, je pourrais faire quelque chose de super obscur, d'expérimental, puis il faut en faire des fois des projets de même. Mais j'accepte d'abord, avant de le commencer, que OK, ça c'est mon projet expérimental, ça va être un projet de cœur, ça ne sera pas un best-seller, je le sais. Mais j'ai besoin de faire ça en tant qu'écrivain pour, des fois, il faut comme fouetter sa créativité un petit peu. Mes romans comme Bienvenue à Spamville, mes romans comme Au clair de la lune, ça, c'était des projets vraiment de cœur. Je savais que ça avait un potentiel plus limité, mais ceux-là qui aiment ça, ils trippent sur ces livres-là. Il y en a plein qui ouvrent ça et qui disent que c'est ça, c'est n'importe quoi. C'est correct, c'était pas écrit pour tout le monde. Alors qu'il y a d'autres livres que j'ai vraiment plus considéré le marché en les réfléchissant et en les prévoyant. Cool. On arrive comme pile dans nos temps. Euh, là, on a comme 2-3 affaires à se parler avant qu'on quitte. Première chose, on a subtilement mentionné que tu avais peut-être des cours et des choses comme ça d'accessibles par ta page. Tu veux-tu nous glisser un mot sur quelque chose qui pourrait intéresser des gens qui commencent à écrire dans les formations que tu as
Absolument. Tu sais, moi, là, à peu près 2-3 ans, j'ai démarré un site web qui s'appelle, je vais juste aller voir l'adresse pour être sûr que je ne dis pas n'importe quoi. C'est écrireplus.com. Puis j'avais des très grosses ambitions en ouvrant ce site-là pour faire une plateforme que les écrivains pourraient trouver à peu près n'importe quoi là-dessus, là, en formation vidéo préenregistrée. Parce que j'ai donné beaucoup de formations vidéo en direct comme ça. Sauf que pour moi, qui veux toujours avoir plus de temps pour écrire, ça devenait contraignant à un moment donné parce que vient un point dans ta carrière d'écrivain où tu te rends compte que ce qu'il faut que je fasse, c'est écrire des livres. C'est ça l'activité principale à laquelle je dois m'adonner. C'est pour ça que pour moi, les formations vidéo avaient cet avantage-là de l'enregistrer une fois, puis le monde allait pouvoir l'écouter 1500 fois s'ils veulent. Fait que j'avais beaucoup d'ambition quand j'ai commencé ça, sauf que c'est ça. La vie est arrivée. Faut que j'écrive beaucoup ces temps-ci parce que j'ai plein de projets en cours. En fait, j'ai dû mettre un peu de côté les formations vidéo, mais j'ai pu en faire deux. Précisément. Il y en a une qui est 100% gratuite, peu importe pour qui arrive. C'est une formation sur comment concevoir un signet. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec Photoshop ou les équivalents, parce que moi, je fais ça sur Photopea, euh, photopea.com et non PEE, c'est vraiment c'est un logiciel comme Photoshop qui est in-browser et qui coûte rien. Tu acceptes d'avoir des pubs. Tu peux payer pour enlever les pubs, mais c'est vraiment aussi efficace que Photoshop. C'est aussi une introduction à ça. Fait que si tu veux faire des pages couverture pour tes livres auto-édités, ben de suivre cette formation-là va peut-être beaucoup t'aider parce que tu vas avoir les bases d'un logiciel comme Photopea. Euh, et l'autre formation que j'ai enregistrée, celle-là, est payante, mais Carl va vous donner un code promo qui va vous permettre d'avoir 50% de rabais dessus. Parce que, tu sais, d'habitude, des formations vidéo, c'est autour de 297$. Ça finit toujours par 7, je ne sais pas pourquoi. Moi, je voulais que ça soit plus abordable. C'est que cette formation-là est 47. Enlever 20%, c'est que ça revient à une vingtaine de piastres. C'est pas plus cher qu'un trio McDo. Ça, cette formation-là, c'est à peu près 3 heures, je pense, 2h30, 3 heures, sur le logiciel Scrivener, qui est un logiciel que j'utilise depuis plusieurs années, qui est, à mon avis, infiniment meilleur que Word pour écrire des romans parce que ça permet de structurer ses écrits, ça permet d'inclure tous ces documents comme des fiches de personnages et plein de trucs. Quand vous allez commencer à travailler avec ça, vous ne voudrez plus jamais revenir en arrière. C'est certain. Cette formation-là, bon, c'est ça, est payante, mais il y a l'introduction est gratuite, c'est que vous allez pouvoir avoir un petit feeling là, de quoi ça a l'air. Là. Puis c'est beaucoup de captures d'écran, puis moi qui parle au micro comme là. Je vous explique tous les boutons sont où, qu'est-ce qu'ils font. Et ça permet d'économiser énormément de temps parce que vous pouvez commencer à utiliser Scrivener aujourd'hui, mais ça va vous prendre 4 ans pour découvrir toutes les petites utilités du logiciel, alors que vous pouvez apprendre ça en 2h30 avec la formation. Mais je voulais en faire beaucoup plus à l'origine, mais comme j'ai dit, le temps me manquait, malheureusement. Cool. Puis effectivement, c'est ça. Fait que normalement la twist, c'est que comme vu que je vous référais, j'aurais pu comme obtenir quelque chose de ça. Mais là, j'ai fait comme non, je veux que genre ce soit eux autres qui aient ce bonus-là. Fait que c'est comme si je vous donne ma cote sur votre propre inscription. Fait que si jamais vous voulez le faire, je sais qu'il y a au moins une personne dans la gang qui était vraiment intéressée par Scrivener. Fait que ça va être une occasion unique et pas chère de découvrir ça. Puis effectivement, Scrivener, j'ai travaillé dessus aussi, puis c'est ça. C'est genre l'application probablement parfaite pour un écrivain, mais qui a été conçue par des turbo nerds. Fait que c'est comme. C'est qui une sont petite comme. équipe britannique. Là. Qui savent exactement comme, OK, il faut ça. Mais ils ont comme organisé ça d'une manière qu'effectivement, si tu as une map comme celle que Dominique fait, ben là, tu fais comme, ah, OK, d'accord, ça s'organise de même, c'est simple comme ça, parfait. Puis, tu sais, je pense que tu couvres aussi probablement les possibilités d'exportation aussi. Puis tout Ouais. ça, fait que c'est génial. Vu que c'est plus complexe, moi, ce que je voulais faire à la base, là, c'est la formation s'appelle Introduction à Scrivener. Et j'aurais fait la suite, puis ça se peut que je la fasse un jour, là, qui s'appelle Scrivener avancé. Et là, qui permet de voir toutes les possibilités de formatage de livres. Parce que tu écris, dans le fond, ça, là, en grosso modo, là, tu fais ton roman dans ce système-là, puis après ça, tu vas peser sur un bouton pour produire un EPUB, produire un livre 6 par 9, ou produire un. Tu n'as pas besoin de changer ton document pour faire un document différent final. C'est ça l'avantage de Scrivener. Tu peux faire plein de formats différents juste en sélectionnant le format que tu veux.
Fait que, oui, ça se configure. C'est ultra compliqué. Moi, ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai créé un fichier modèle de base où tous les formats dont tu vas avoir besoin anyway sont tous cuits dedans. Fait que si tu crées ton premier projet avec le modèle Scrivener que je fournis avec la formation, tu n'auras pas besoin de les configurer. Les formatages, dans le fond, les compilations sont déjà dedans. C'est là pour EPUB, c'est là pour un manuscrit standard, pour une maison d'édition, c'est là pour un paperback 6 pouces par 9 pouces. Fait que si tu veux faire une de ces trois affaires-là, qui est probablement ce que tous les auteurs auto-édités et édités en maison traditionnelle ont besoin, ben, tu n'auras même pas besoin de toucher ou très peu à la compilation, qui est plus compliquée parce que je savais qu'il allait y avoir toutes sortes de personnes qui allaient suivre la formation, dont des gens moins à l'aise avec l'informatique, de tous âges. C'est que je voulais me protéger et protéger mon formaté, mon élève, par rapport à ça, ou des choses qui allaient être un petit peu plus compliquées. Donc, en fournissant le fichier, ben, ça a réglé un petit peu le problème. Génial. Fait que, donc ça, c'est réglé. Puis après ça, on va aussi faire tirer un de tes livres. En fait, on va faire tirer. Je l'ai fait tirer. Il faut juste que je retrouve le papier où je l'ai noté. Un petit peu. Ici. Fait que c'est Marianne aujourd'hui qui gagne un livre. Marianne, bravo! Fait que je vais vous mettre en Quel que contact. tu vous as tiré? Comment? Peu importe c'est quel, Ah, dans le peu fond. importe c'est C'est quel, ben dans le fond, comme je t'avais dit, je vous mets en contact puis vous discuterez de ça ensemble. Peut-être que c'est ça qui est le fun. Je crée des contacts entre les gens. oui. J'ai quelque chose d'humain dans. C'est ça que je voulais dans mon cours. Quelque chose de. Ça, d'humanité. Fait que, merci beaucoup, Dominique, pour ta présence. T'es très apprécié. Comme, toujours le. Ah, ok. On a une question. Ariane a une question. Oui, Vas-y, s'il y a des questions, c'est le temps. Là. Avant que tu sortes, je me demandais comment il s'appelait ton roman que tu nous as parlé avec la pompière. Je trouvais ça intéressant. Ça s'appelle Laissez-les brûler. OK. Je vais m'écrire ça. C'est trash un peu comme titre, mais c'est parce que c'est dans la collection un roman dont vous êtes la victime, qui est un peu comme les livres dont vous êtes le héros qu'on a lus quand on était ado, avec pas autant de choix qu'il y avait. Parce que là-dedans, c'était comme 400 paragraphes numérotés avec autant de choix. Dans mon roman, puis les romans de la collection, tu vas peut-être, mettons, lire 4-5 chapitres avant d'être confronté à une décision. C'est qu'il y en a peut-être entre 6 et 10 à faire par livre environ pour que ça reste raisonnable. Mais c'est ça. C'est Laissez-les brûler dans la collection Un roman dont vous êtes la victime. Ah, ben merci beaucoup. Ça fait plaisir. Cool. Fait que, donc, merci beaucoup, Dominique. Ça a été un plaisir de te voir et de jaser avec toi. Et c'est ça. Je pense qu'on a terminé ensemble, toi et moi. On va te laisser partir et on va conclure ensemble notre cours, nous. Fait que. Merci. Puis je beaucoup. vous souhaite à toutes et à tous excellent succès dans la création de votre livre. Beaucoup d'inspiration et beaucoup de légèreté pendant que vous écrivez. Parce que des fois, c'est. J'aime ça le mot légèreté, parce que souvent, on va être comprimé par notre horaire pour écrire. Ça va être tough écrire parce qu'il y a 1000 choses qui vont nous empêcher de le faire. Mais une fois qu'on réussit à trouver du temps pour écrire, puis être dans le confort de son foyer, pour pas avoir l'impression qu'on prive notre douce moitié de notre présence, tout ça, qu'on trouve cette légèreté-là, l'écriture va beaucoup mieux. Croyez-moi là-dessus. C'était des beaux Merci, mots. Carl. Merci beaucoup à tous. Oui. Merci. On s'en rejase. Yes. Bye-bye. Bye. Bon. Ah, non, ça c'est pour une autre fois. Non, je pensais avoir un truc noir. Ah! Ok. Tu vois, j'avais mis ce mot-là en me disant il va sûrement apparaître. Non, il va apparaître. On va le laisser comme ça. On va penser à Dominique. Feu Dominique qui nous a quittés. qui est parti. Fait que c'est ainsi que se conclut le cours. Si vous dites ah mais là eux autres ils sont donc bien chanceux, ils ont un cours en rabais en plus, puis tu fais tirer des livres, Carl, comment je peux? Ben comment tu peux te joindre à nous n'importe quand. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien en bas et à faire partie de notre communauté où là nous pouvons parler ensemble. On aide les gens, on fait des exercices à toutes les semaines pour travailler notre créativité et je motive les troupes à continuer de travailler fort. Je vais juste ajuster mon volume, c'est une affaire. Ok, parfait. Donc, c'est tout pour les amis sur YouTube. Bye bye tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Moi, je vais parler un peu avec mes élèves. Bye.